Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un live du jeudi. Après une petite pause, je pense, la semaine dernière. Ah non, il y a eu une émission. Il y a eu une émission, autant pour moi. Donc voilà, on reprend le rythme. On ne perd pas le rythme. Et ce soir, on est en compagnie d'Auriel de chez Zengo. Zengo. Hello, hello. Bonjour. Voilà, très heureux de te recevoir. Comme d'habitude, hein, je vous présente cette émission avec Benoît. Ça ne change pas. Donc ouais, je te laisse nous donner un peu, voilà, te présenter, dire à la communauté qui tu es, ton parcours. Puis après, on pourra parler de Zengo. J'ai quelques questions, donc ça va être intéressant, je pense. Écoute, On est live. Déjà, merci. Alors, parce que, attends, je suis en train de voir. Alors, en fait, le chat, il est sur Twitch, en fait. Il est pas, il est pas sur l'autre truc. StreamYard, il est sur StreamYard dans la section Comments. Tu peux le voir, en fait. Ah, j'avais pas mis la bonne. Ah oui, d'accord. Attends, alors, déjà, bonjour tout le monde. Ok, je vois qu'il y a déjà du monde. Je me demandais si les gens se connectaient déjà ou pas. C'est super de pouvoir, en fait, parler de crypto en français. Je parle jamais de crypto en français. Je parle en anglais, en espagnol, mais jamais en français. Et puis, ça fait vachement plaisir de pouvoir en parler en français. Même si mon t-shirt, il n'est pas en français, il est en anglais. Voilà. Alors, par où je commence? Vous voulez que je vous dise quoi? Ton parcours en général, c'est comment? Le parcours. Qui tu es? Comment tu en es arrivé au crypto? Quand? Pourquoi? Pourquoi en général? C'est la question la plus sympa. Alors, c'est pas une histoire dont je suis très fier. Parce que, oui, parce qu'en fait, c'est un peu lié à mon histoire, mais en fait, historiquement, moi, je suis un early adopter de tout ce qui bouge. Je suis dans les 1000 premiers utilisateurs de n'importe quel service que tu peux imaginer, de Twitter, je teste tout. Et d'ailleurs, ça a été pendant quelques années mon activité de tout tester. J'étais blogueur intensif chez TechCrunch au début, et je testais tout. Évidemment, comme tout le monde qui teste tout, j'avais entendu parler de Bitcoin. D'accord? Donc, mais voilà, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que comme beaucoup, je me disais qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc? C'est un truc de scammer et c'est un truc pour des criminels. Et donc pendant des années, j'étais complètement conscient de l'existence de la crypto et des bitcoins, mais j'ai complètement non seulement ignoré ça, mais j'étais anti. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que donc voilà, moi j'ai un parcours où j'ai pendant, je sais pas, on va dire 2 décennies, créé des sociétés et investi dans des sociétés. J'étais et du côté entrepreneur et aussi investisseur. J'ai travaillé dans des fonds de capital risque américains. Ici, moi j'habite maintenant à Tel Aviv, donc ici à Tel Aviv en Israël. J'ai cofondé un fonds en France qui s'appelle Isaïe, qui est un fonds très très actif d'entrepreneurs. J'ai vu les deux côtés. Et en fait, à un moment donné, je revenais des États-Unis, je savais pas trop quoi faire. Et pendant un an, j'ai cherché quelque chose qui allait m'exciter. Et j'arrivais pas à trouver quoi que ce soit. J'avais même considéré à un moment à repartir vers complètement un autre domaine qui n'a rien à voir, faire de la musique. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et un jour, en écoutant un podcast, non pas une émission comme ça, mais presque, un podcast, les yeux, mes oreilles, mon cerveau a fait clic. Et donc, c'est à partir de là, c'était un podcast que d'ailleurs je recommande à tout le monde si vous ne savez pas par où commencer, que vous avez besoin d'un flash pour faire comprendre à quelqu'un pourquoi c'est important. C'est le podcast de Tim Ferriss qui interviewe Nick Szabo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Nick Szabo, c'est un des pères fondateurs de la crypto, des smart contracts. Et ce podcast est juste phénoménal. Et en fait, il parle de la crypto, mais pas tellement sur l'aspect technique, mais sur ce qui va permettre et la manière dont il va révolutionner les sociétés. Et moi, le truc qui m'a fait clic, c'est quand j'ai entendu le concept de unstoppable application, c'est-à-dire des applications que tu peux créer, que personne ne peut arrêter. Et moi, j'avais beaucoup souffert dans le passé, et d'ailleurs, je crois que je ne suis pas le seul, et beaucoup encore à ce jour, d'applications que tu crées sur une plateforme, que ce soit pour Facebook, pour Twitter, pour YouTube, pour Apple, pour Google. Et un jour, Google, Apple, machin, ils arrivent avec leur marteau, ils te disent c'est plus possible de faire ce que tu fais, ton business est terminé. Et donc, moi, ce concept de pouvoir développer sans permission a été pour moi un concept révélateur et ça m'a donné envie d'en savoir plus. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à régler. C'est pas sur le concept de financial freedom, finance libérée, etc. J'y suis venu plus tard à ça. C'était plus sur la partie, moi, en tant qu'entrepreneur, d'avoir une plateforme où je peux développer sans avoir un marteau sur la tête
c'était pour moi une révolution, et donc ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et à partir de ce moment-là, comme tout le monde, voilà, avec le Alice et le, alors, comment on dit le rabbit hole en français, le trou du lapin, hein, le trou du lapin, le terrier peut-être. Le terrier. Le trou du lapin, c'est horrible en français. On peut pas dire ça. Tu te rends compte? Je suis d'accord. Terrier, c'est en anglais. Si tu disais comme ça sonne en français, ça sonnerait pas très très bien. Alors le terrier du lapin. Ou le tunnel du lapin, le tunnel. Voilà, on va savoir l'antre. Voilà, le rabbit hole, comme on dit, hein, ça peut-être fait rire les auditeurs. Hein. Mais je rentrais et puis alors là, ça a été la découverte non-stop. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est le reste de ma carrière, j'ai envie d'investir tout mon temps là-dessus. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à une idée. Et voilà, et c'est de partir de là que le process qui m'a amené à créer Zango et Dingo. Là qu'on parle ça fait 4 ans, à peu près 4 ans. Donc, je suis pas arrivé. Le résumé, c'est que je suis pas un early adopter de la crypto, je suis plutôt un late adopter. Mais maintenant, 4 ans dans la crypto, c'est beaucoup. Voilà. Donc voilà pour l'histoire. Et ouais, vas-y, ouais. C'est comme les années chiens. 1 an dans les cryptos, ça compte par 7. C'est une année dans les cryptos, c'est 7 ans dans la vie normale. Donc, Exactement. Tiens, je vois des commentaires sympas là. Bonjour à tout le monde, à ceux qui nous rejoignent. Et donc voilà. Et donc l'activité, maintenant, si vous voulez, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait nous. Bien sûr. Donc moi, en fait, quand j'ai découvert cet univers, c'était passionnant parce que c'était un peu réapprendre le langage. C'est comme apprendre une nouvelle langue en fait. D'abord, je comprenais pas le concept d'argent. Comme tout le monde, je supposais, voilà, le gouvernement, les trucs. Mais quand tu comprends vraiment, c'est là que tu comprends pourquoi le truc est vraiment à l'envers et que tu as besoin d'un système nouveau. Donc j'ai mis du temps à comprendre ça. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à découvrir un peu tous les outils qu'il y avait dans l'industrie de la crypto. Et alors là, pour moi, c'est là que je suis tombé de ma chaise. Je me suis dit, on peut pas faire le futur de la finance et le futur avec la décentralisation et toutes ces choses-là, et utiliser des outils pareils. Donc, on parle d'il y a 4 ans. Hein. Donc, à l'époque, c'était vraiment… bon, aujourd'hui, c'est compliqué encore, mais à l'époque, c'était vraiment… Il fallait y aller, quoi. Et donc, je me dis, c'est pas possible qu'on va demander aux gens d'avoir un hardware wallet, même si c'est le truc qui est safe, et de plugger ça sur un ordinateur, et les gens sont sur un téléphone mobile. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de 24 mots pour créer un truc, pour créer un compte, et qu'est-ce qui se passe si tu les perds? Enfin, je voyais ça et je me disais, c'est pas possible, ça peut pas être l'avenir. On pourra jamais faire venir des milliards de personnes sur cet univers-là. Et donc, moi, ma modeste contribution, c'est de trouver une solution qui allait, premièrement, moi, me rendre plus heureux en tant qu'utilisateur, et deuxièmement, peut-être aussi convaincre d'autres personnes de rendre l'accès à la crypto et à la fois plus simple et aussi plus sûr. Parce que le truc que j'ai appris en 4 ans de crypto, c'est que le danger numéro 1 dans la crypto, c'est pas tellement les attaqueurs, les scammers et toutes ces choses-là. Le risque numéro 1 dans la crypto, c'est toi-même. C'est toi-même. Voilà, c'est toi avec ce que tu penses être la bonne décision pour toi. Et donc, on les connaît les histoires. Tu écris les 24 mots sur un morceau de papier, tu as mal écrit le truc, tu as mis le truc sur un software qui était pas safe et un jour tu l'as effacé, il n'y avait pas de backup, ou quelqu'un est rentré dans ton ordinateur parce que tu as mis ça en texte plein. Toutes les erreurs que tu peux commettre quand tu rentres dans la crypto, même si tu es un gars qui connaît bien la technologie. Et donc, moi, c'était mon obsession, c'est comment on peut créer quelque chose qui est à la fois simple d'usage et qui te protège de toi-même, de tes propres bêtises. Parce qu'elles sont inévitables. Tu vas en faire. Personne n'est expert en sécurité. Personne ne comprend les conséquences de ses décisions. Et donc, il faut protéger avant tout un utilisateur de ses propres décisions qui vont probablement être les mauvaises. Et donc, on a essayé d'imaginer un nouveau système de sécurité, un nouveau système d'expérience qui permet d'onboarder, de faire entrer les gens dans la crypto extrêmement rapidement, extrêmement simplement, mais tout en les protégeant eux-mêmes de leurs propres erreurs. Et donc, on a inventé un système qu'on a appelé Keyless Wallet, c'est-à-dire un système qui n'est pas construit à base de clés privées. Je vais dire un peu une ineptie qui va faire tomber beaucoup d'auditeurs de leur chaise, parce que tout le monde dit not your keys and not your crypto. Eh ben, figurez-vous que c'est possible. Oui, il y avait les fax, il y avait aussi les emails après. C'est possible de faire la prochaine génération de wallet sans clé privée. Et donc, je vais expliquer comment. Et donc, du coup, d'éliminer tout le point de friction autour de la sécurité et autour de la gestion de sa sécurité dans la crypto, tout en restant dans un environnement contrôlé par l'utilisateur. Parce que ce qu'on ne voulait pas, c'est prendre un raccourci.
Le raccourci, c'est quoi? C'est faire une nouvelle banque, un exchange, un autre Coinbase, un autre je sais pas quoi, un autre Robinhood. Là, c'est facile. Tu fais rentrer les gens dans un système, et qu'est-ce que tu as fait? Tu as recréé une banque, tu as recréé une base de données, tu as recréé des règles où c'est toi, la société, qui contrôle tout. Et donc, on ne voulait pas faire ça. On voulait vraiment créer quelque chose qui soit natif à la crypto, qui soit plugué à toutes les blockchains nativement et à tous les services pour que quelqu'un puisse vraiment faire partie de l'économie crypto. Donc, on a créé Zengo avec cette mission-là de donner à n'importe qui l'accès à la crypto en restant nativement intégré à cet écosystème-là, mais en se protégeant de toutes ces bêtises et avec une expérience utilisateur qui soit très agréable. Et donc ça, c'est Zengo en un mot. Et donc, fast forward aujourd'hui, Zengo, c'est une application mobile que tu télécharges sur ton téléphone en 10 secondes, en 15 secondes. Si quelqu'un veut faire le test en live, il pourra le confirmer dans le chat. Tu as un compte, un wallet qui est créé sans aucun mot de passe. Donc, c'est une petite révolution, pas simplement en crypto, d'une manière générale. On a inventé ce système. Aujourd'hui, il y en a plein qui nous ont copié. Et donc, tu as un wallet tout de suite avec pas mal de cryptos qui sont supportés. C'est aussi cet esprit de tout intégrer. Donc, tu as tous les services principaux dont tu peux avoir besoin dans un wallet. Donc, tu peux envoyer, recevoir, acheter, vendre. Ah ben voilà, tu as un compte, bravo. Oui. tu peux échanger, etc. Et le truc qui nous différencie aussi, c'est qu'on a un service client qui est top notch. On a investi énormément là-dessus pour que les gens, quand ils ont une question, il y a un humain qui leur répond n'importe quel moment de la journée en 2 minutes. Vous pouvez essayer. Si tu tapes une question, tu vas voir que dans 2 minutes, tu as quelqu'un qui va te répondre. Peut-être probablement moins que ça. Et donc, ça, c'est Zengo. Facile, safe, sûr. Ça te protège de tes bêtises, all-in-one avec un super service client. Voilà, et c'est disponible sur iOS et sur Android. Donc, voilà. C'est super intéressant. Et ma question, j'aimerais bien parler de la MPC, ce que tu as mis en place pour rendre tout ça possible, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On voit quelques compagnies qui ont vraiment exploré ça. Enfin, il y a votre initiative de recherche, là, Zengo X. Il y a Partisia, il y a certains qui commencent à rentrer dedans, mais on n'est qu'au début. Et moi, ma question, c'est ton business model en tant que wallet. Tu prends des fees sur les swaps natifs dans l'application, c'est des intégrations. Comment ça se passe? Alors oui, alors déjà, je vois qu'il y a plein de gens qui demandent où c'est qu'on trouve Zengo. C'est zengo.com ou Zengo dans l'App Store, le Play Store. Je vous affiche le lien. Facile à trouver. Voilà, mettez le lien gentiment. Ouais. Et voilà. Et d'ailleurs, au passage, vous verrez, il y a une petite promotion sur le site web. Vous pouvez recevoir $10 en Bitcoin. Ça marche toujours très bien, ça. Ça marche toujours très très bien. Toujours mieux que de rien recevoir du tout. Alors, comment ça fonctionne le MPC? Déjà, on va commencer par la base de la base. D'habitude, dans un wallet, dans un exchange, tu as une clé privée, une clé publique. Tout le monde connaît ça normalement. Tu commences, tu as une clé privée, une clé publique. La clé privée signe les transactions à partir de la clé publique et donc tu envoies une transaction dans la blockchain. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu perds la clé privée? Tu as tout perdu. Si quelqu'un a pris le contrôle de cette clé privée, que ça soit quelqu'un de bienveillant ou malveillant, ou si tu l'as tout simplement perdu, c'est fini pour tes fonds. D'accord? Et donc, aujourd'hui, on voit très bien la principale source de fonds perdus, c'est cette clé privée qui est compromise. D'accord? Quelle que soit la raison, elle a été volée, tu l'as perdue, etc. Le MPC arrive, donc le MPC, le Multi-Party Computation, ça existe depuis, on ne l'a pas inventé, ça existe depuis 30, presque 40 ans. C'est un domaine de cryptographie qui, je vais essayer de le dire très simplement, permet de faire des opérations secrètes sans exposer de secret. D'accord? C'est la plus simple manière de le dire. En d'autres termes, c'est une manière pour des gens qui ne se connaissent pas, des gens, ça peut être des ordinateurs, des machines ou même des personnes, d'interagir entre elles sans exposer des choses qui sont sensibles. D'accord? Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce domaine de la science-là, donc ce domaine de MPC, qui permet cette fois d'appliquer à un crypto-wallet, c'est-à-dire la capacité à signer une transaction sans générer, sans exposer de secret. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Et je vais essayer de simplifier aussi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des années de recherche derrière. Mais en gros, l'idée, c'est que tu as différentes parties, pour ça s'appelle multi-party. Tu as différentes parties qui vont chacune savoir quelque chose. D'accord? On va appeler ça une clé, pas une clé, mais un morceau de code secret. D'accord? Et qui vont, sans avoir à exposer ce morceau de code secret, danser. Ils vont danser ensemble
une espèce de danse mathématique à base de langage qu'on appelle zero knowledge, c'est-à-dire sans révéler de secret. Et qui, au bout d'un moment dans cette danse-là, auront échangé tellement ensemble de manière safe et en confiance qu'elles vont se mettre d'accord sur quelque chose. Et se mettre d'accord sur ces quelque chose, ça va déclencher une signature. D'accord ? Donc, je prends un exemple concret avec notre wallet. Quand tu crées un wallet sur Zengo, tu as un secret sur ton téléphone, tu as un secret sur le serveur de Zengo. Et les deux secrets vont, sans s'exposer, commencer à danser ensemble et au bout d'un moment se mettre d'accord et une transaction va être broadcastée dans la blockchain. Alors, c'est quoi la différence essentielle entre ce système-là et le système d'avant? C'est que si quelqu'un prend contrôle du secret de l'un, par exemple de ton wallet, il arrive à s'installer sur ton téléphone, où il arrive à dérober le code du téléphone, ou même il prend contrôle complètement de notre serveur, à comparer ça par exemple à un exchange, il peut rien faire, d'accord ? Il peut rien faire parce qu'il a besoin de l'autre partie pour pouvoir compléter la danse et faire cette signature-là, d'accord ? Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que le deuxième avantage, c'est... Attends, j'essaie de récupérer... Oui, voilà. Le deuxième avantage, c'est que ce système de signature-là, il est blockchain agnostique, c'est-à-dire que tu peux l'intégrer à n'importe quel type de blockchain. Et donc, tu n'es pas contraint, comme sur le multisig, par exemple, sur Bitcoin, à le faire que sur Bitcoin. Tu peux le faire sur n'importe quelle blockchain. Tu peux le faire sur Solana, tu peux le faire sur Cardano. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très versatile. Et le troisième avantage, c'est que comme tu peux avoir un système de signature distribué, tu peux demander à une des parties de faire des choses que d'habitude, tu ne peux pas faire seul. D'accord ? Et donc, par exemple, sur Zengo, une des choses qui est assez magique, et les gens qui vont essayer de créer un compte le verront, c'est que tu verras qu'à aucun moment, on va te demander un mot de passe. Tu vas dire, mais attends, mais c'est pas possible. Pourquoi il n'y a pas de mot de passe dans Zengo? C'est où que j'écris quelque chose? On demande de rien d'écrire à part une adresse email, qui peut être n'importe quelle adresse email que vous contrôlez. Il n'y a pas de mot de passe. Pourquoi? Parce que dans cette logique-là de sécurité distribuée, tu demandes à l'une des parties de t'authentifier de manière sans mot de passe, qu'on appelle du passwordless authentication. Donc, on utilise différents facteurs, des magic links, du biometrics avancé, etc., etc. Et donc, tu te retrouves avec une expérience d'utilisation qui est hyper agréable, mais aussi qui est extrêmement difficile pour un attaqueur de te faire du mal, puisqu'il a rien à te voler. Il peut pas prendre contrôle de ton wallet, en tout cas pas facilement. Il faudrait des années et des années intensives d'ordinateur, de computing comme on dit, pour y arriver. Et finalement, il aurait rien. Donc, d'ailleurs, je peux te dire, on est assez fiers. Hein, en 2 ans d'opération, on a eu zéro account takeover et on a des centaines de milliers d'utilisateurs. Zéro, pas 1, pas 2, pas 3, zéro. À comparer à tous les autres wallets qui se sont fait ficher, hacker, exchange, etc. Donc, le account takeover chez nous, c'est zéro. D'accord ? Absolument zéro. Il y a d'autres problèmes. Tu peux perdre des fonds d'une autre manière stupidement, comme dans tous les systèmes, il y a 100% de sécurité. Mais pour que quelqu'un prenne contrôle de ton compte, c'est quasi impossible. Et donc, ça, c'est un avantage énorme. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que tu demandais, mais je pense que c'est à peu près le concept. Voilà, justement, j'adore ce secteur-là, en fait, de la multi-party computation, les zero knowledge proof, les snarks, les starks, et je voulais te poser quelques questions plus ciblées, mais on pourra y venir après. C'était pas le plus important. C'était très intéressant. En tout cas, moi, j'ai bien aimé l'explication. Et puis, ceux qui regardent l'émission, si vous voulez en savoir plus sur les zero knowledge proof, on a un article de plusieurs milliers de mots qui est dispo sur le site. Il y a une interview avec Uri Kolodny, Eli Ben Sasson aussi qui décrit un peu la chose. Il y en a une autre avec Evan Shapiro et d'autres contenus qui sont dispo sur la chaîne. Donc, si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Il y a de quoi, voilà, se former sur le sujet. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une super question là. C'est qu'est-ce qui se passe si tu perds ton téléphone? Je l'affiche. Une question. Et oui, alors voilà, bravo, c'est Spencer86. Merci pour ta question. C'est la question essentielle, c'est-à-dire que, et on l'a tous connu ça, tu achètes ton nouveau iPhone, ton nouveau Android, et là, tu dois re-rentrer les 24 mots-clés, ou je sais pas quoi, ou le Second Factor Authentication avec Google OTP, et tu dis, mince, là, j'ai plus mon code, je l'avais mis où, etc. Ça, c'est le moment qui fait stresser tout le monde. D'accord? Et là, tu te dis, merde, je l'ai mis où Donc, soit tu
tu as bien géré ton truc, soit tu l'as pas bien géré, et là, tu es dans la mouise complètement. Alors, avec Zengo, c'est très simple, c'est que quand tu as créé un compte, au moment où tu as créé ton compte, sans même t'en apercevoir, tu as en fait créé ton système de recouvrement, de recovery. D'accord ? Comment ça se passe ? En fait, quand tu as installé ton compte, tu as fait 3 choses. Tu as cliqué un lien magique en validant un email. Tu as donné une autorisation à l'un de tes comptes cloud que tu contrôles pour installer un kit de recouverte. D'accord ? Et tu as un scan biométrique de ton visage. Donc ça, c'est quand tu as créé ton compte. À ce moment-là, quand tu as fait tout ça, ton compte, il est déjà backupé. D'accord ? Tu as déjà fait le backup. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as un nouveau téléphone ? Tu as cassé ton téléphone, on te l'a volé ou je ne sais pas quoi. Prends un nouveau téléphone, tu réinstalles Zengo, tu remets ton adresse email, tu rescannes ton visage et boum, tu retrouves ton truc. D'accord ? Tu n'es pas obligé de me croire. Tu peux faire le test tout de suite, et même sans mettre aucun fond dans le compte. Tu compares ça à n'importe quel autre système de wallet qui existe sur la planète ou n'importe quel exchange et tu verras que tu as quelque chose qui est assez magique en termes d'expérience utilisateur. Pourquoi ? Parce que grâce au MPC et grâce à cette logique d'authentification sans password, on arrive à te laisser en contrôle complet de l'accès à ton compte, puisqu'il n'y a que toi qui as accès à ton email, il n'y a que toi qui as accès à ton cloud, il n'y a que toi qui as ton visage. Personne d'autre au monde ne peut y accéder. Alors, après, il y a la question de qu'est-ce qui se passe si je change de visage ou je ne sais pas quoi. Là aussi, il y a une protection. Tu peux ajouter un deuxième visage, tu peux ajouter un deuxième email, mais personne d'autre peut, avec simplement un accès, prendre ton code, etc., rentrer et te piquer ton porte-monnaie. Le phishing chez nous, ça n'existe pas, c'est-à-dire tu rentres, il n'y a rien à donner puisqu'il n'y a pas de mot de passe, donc il n'y a pas de clé machin. Donc si quelqu'un te dit donne-moi ta clé privée sur Zengo, tu vas même pas savoir quoi donner parce qu'il n'y a rien à donner. Et donc l'autre en face, il va se retrouver avec nada, avec rien. Et voilà, donc tout ça, c'est pour dire que l'expérience de recouvrement est en fait extrêmement en fait agréable, alors que d'habitude elle est extrêmement douloureuse. Et en plus d'être agréable, elle est extrêmement sûre. Voilà, puisque on a forcé, sans être négatif, mais on a, au moment de la création du compte, fait le backup de ton compte. Alors que d'habitude, les wallets te font faire effectivement cette confirmation du clé privé, mais il faut quand même après avoir fait quelque chose qui te permet de garder ça dans le temps. Et ça, c'est une étape que beaucoup de gens ne savent pas bien gérer, sans parler des wallets qui te disent « Ah non, mais ça, tu le feras plus tard ». Et donc, généralement, tu le fais plus tard, tu le fais jamais, ou alors tu l'oublies et tu le fais mal. Et à ce moment-là, au moment où tu retrouves ton compte, que tu as perdu ton téléphone, c'est un problème. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et le mieux, c'est de le voir, c'est de l'essayer et de comprendre avec ses propres yeux comment ça marche. Moi, je peux te faire un petit retour d'expérience, effectivement. Donc, j'ai créé le wallet peu de temps aujourd'hui, là. Je regardais un petit peu comment ça se passait. Et c'est vrai que c'est très agréable. À titre personnel, donc, je suis mon pire ennemi. Donc, tu as visé juste, Auriel. C'est vrai que mes pires pertes, c'est moi qui les ai faites, et notamment en perte de mot de passe. Donc, ça, c'est le classique, qui, des années plus tard, s'avère valoir des fortunes. Donc, ça, et c'est vrai que là, le backup était agréable. Par contre, j'ai vu, donc, moi, du coup, je me suis quand même, mais tu sais que dans les cryptos, on a toujours ce petit côté paranoïaque et on se pose tous des genres de questions étranges. Donc, effectivement, bon, il y avait les questions de la gueule cassée. Alors, il y a quelqu'un qui avait une façon imagée de dire qu'il y avait un motard qui avait l'air voilà, d'avoir peur à son visage. Il y avait la question du décès. C'est vrai que comment tu fais quand la personne meurt? Et moi, surtout, l'autre question que je me pose, c'est que donc dans cette danse magique des secrets mêlés, il y a donc des secrets qui sont en notre possession et des secrets qui sont à la possession de Zengo, si j'ai bien compris, des serveurs. Oui, c'est juste. Ne pouvez-vous pas nous censurer vos transactions si vous répondez pas? Ou alors, comment tu poses des questions. D'abord, bravo pour tes questions. Ça prouve que tu es non seulement un utilisateur averti, mais que tu as une forme d'intelligence pointue sur le sujet des cryptos. Donc, c'est généralement des questions qui arrivent d'investisseurs extrêmement sophistiqués. Et donc, merci de les poser. On va les prendre une par une. Alors, premièrement, le cas du visage, d'accord, le cas du visage abîmé. Ça dépend à quel point il est abîmé, d'accord. Si tu as une cicatrice ou est-ce que je peux me raser? Tu peux te raser, ça fonctionnera, d'accord. Maintenant, le cas extrême, le cas c'est je me suis fait défigurer, j'ai fait de la chirurgie esthétique, j'étais blond, je suis brune, je sais pas quoi, voilà, du botox, machin, je sais pas quoi, je vais me faire un nez comme ça et des oreilles comme ça. Bref, donc dans ces cas-là,
il y a deux solutions qui sont extrêmement simples. Le premier, c'est d'avoir un visage de backup, c'est-à-dire qui n'est pas le tien, d'accord ? Qui n'est pas le tien, quelqu'un que tu connais, donc un contact de confiance, ton frère, ta sœur, tes parents, je sais pas quoi. Tu le rajoutes, ça se fait très simplement en 10 secondes, c'est terminé. D'accord ? Et donc, même si ton visage, pour une raison X ou Y, ne fonctionne pas, tu as ce deuxième visage qui est là. Donc, la deuxième chose, c'est que même si ton visage a complètement changé, tant que tu as ton téléphone avec toi, tu peux à nouveau rééduquer le scanning avec ton nouveau visage. D'accord ? Voilà. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est que tu aies un compte Zengo, un nouveau visage, que tu n'aies pas un second visage, que tu aies perdu ton téléphone. Il faut qu'il y ait ces quatre choses-là. D'accord ? C'est beaucoup de choses qui doivent arriver dans la vie. Donc, avec une probabilité infime à comparer à la probabilité de perdre un mot de passe qui, c'est visiblement, je pense que tu as perdu plus de mots de passe que le nombre de fois que tu as changé de visage. Je pense. Oui. Donc, il faut comparer toujours. Ma compagne serait certainement très heureuse d'avoir un visage de secours pour accéder à mon wallet. Elle se prêterait sans doute à l'expérience avec plaisir. Et attention, c'est là la magie du truc, c'est que même si tu mets un visage de confiance, ce visage de confiance, lui seul, ne peut pas accéder à ton compte. C'est-à-dire qu'il faudrait que toi, tu sois là, il faudrait qu'il y ait ton email et ton compte cloud. Et donc, c'est un visage, c'est de l'assistance, d'accord ? Et donc, comment tu ferais ça avec une clé privée ? Tu peux pas, c'est soit tu donnes tout, soit tu donnes rien. D'accord ? Et donc, si tu donnes tout, tu prends le risque de tout perdre aussi parce que tu ne sais pas qui tu le donnes. Donc, ça, c'est pour la réponse sur le visage. Second backup, tant que tu as ton visage et ton téléphone, tu es bon. Et la probabilité que tout ça ne se passe pas était incroyablement faible. Qu'est-ce qui se passe si tu meurs ? Alors, si tu meurs, c'est une excellente question. Alors, premièrement, la vraie solution, elle n'existe pas encore. On va la lancer l'année prochaine. C'est un plan d'héritage. Contre la mort, c'est une solution contre. Non. Ouais, c'est un plan d'héritage. Contre la mort, ça va pas résoudre. On va tous crever. Les gars dans l'audience, j'ai une mauvaise nouvelle. Avec la crypto, on peut résoudre beaucoup de problèmes, mais malheureusement, on va tous crever. Même si on arrive à rajouter quelques années grâce à moins d'inquiétude à ce système financier. Mais on va tous crever. Donc ça, on va pas le résoudre. En revanche, ce qu'on va résoudre, c'est comment tu transmets de manière élégante un compte avec ton crédit dedans, sans avoir à transmettre de secret. C'est là que la magie du MPC, à nouveau, va intervenir. Comment ça peut fonctionner, sans révéler de grands secrets et sans jeu de mots. Simplement, tu vas inviter un contact que tu penses être la bonne personne pour la transmission de ton compte, ton père, ta sœur, je sais pas quoi, qui va accepter cette invitation. Et cette personne-là recevra sous certaines conditions, c'est-à-dire une inactivité de ton compte pendant une période prolongée, et malgré différentes relances, l'accès à ton compte. D'accord ? Et donc, elle aura déjà un compte sur Zengo, parce que tu l'auras déjà invité, et son compte prendra l'héritage de ton compte à toi. Aujourd'hui, il n'y a aucun système élégant qui existe au monde. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où tu as transmis ton secret à quelqu'un, c'est fini. C'est soit tu le transmets avant et c'est trop tôt, soit c'est trop tard parce que tu es mort et donc tu n'as personne à qui le transmettre. Tu peux paramétrer les triggers en fait de transmission du secret. Donc inactivité pendant 6 à 9 mois, on peut penser à tout. Ou alors par exemple inactivité pendant 2 ans, on peut définir les seuils qui déclenchent l'action de transmission d'un Zengo vers un Zengo. C'est toi qui vas choisir. D'accord ? C'est toi qui vas choisir. Alors maintenant, aujourd'hui. Okay. Et on revient un peu à ce tu peux faire déjà aujourd'hui avec Zengo, qui a déjà un avantage par rapport à beaucoup de wallets. L'avantage, c'est que si tu es mort, mais que ton appareil est encore en vie, d'accord ? Donc ton appareil est encore en vie avec ton compte Zengo dessus. Ce qu'il faut, d'accord, c'est que tu aies donné pris conscience de ça en avance et donc donner accès au code de ton téléphone à la personne à qui tu veux et l'accès à ton téléphone physique. D'accord ? Il y a même maintenant, avec Apple iCloud et Google, la manière de transférer un compte iCloud à quelqu'un en KDC s'appelle Digital Legacy, je crois. Et sur Google, c'est Google Dead Man Switch, je sais pas quoi, où tu peux transférer tout ton backup iCloud et tout ton backup Google Drive à quelqu'un après une période d'inactivité. Et donc, si tu as ça qui est en place aujourd'hui, si tu meurs et que l'accès du device est là et que cette personne a accès à ton compte via iCloud, via Google Drive ou même via le
code PIN de ton téléphone que tu auras transmis. À ce moment-là, il a accès à ta crypto, il peut faire ce qu'il veut avec. C'est pas la solution la plus élégante parce que l'appareil peut mourir aussi. C'est-à-dire que il y a la mort, il y a la mort physique, on va tous expérimenter, il y a la mort digitale. Donc si tu meurs digitalement, et c'est vrai au passage pour tous les wallets, d'accord ? Tous les wallets, tous. Si digitalement ton code meurt, eh ben, personne ne pourra le deviner et donc personne ne pourra y accéder. Donc ça, c'est un problème qui est universel dans cette industrie que personne n'a résolu. C'est un big problème. Donc ça, c'est pour la deuxième question. La troisième question, oui, Zengo peut censurer des transactions. Et donc, si quelqu'un, on est très transparent sur ça, techniquement, effectivement, comme on co-signe des transactions, comme n'importe quel wallet multisig, on peut censurer une transaction. Alors, sur ce point-là, on n'est pas la meilleure solution si tu veux le contrôle absolu. Si tu veux le contrôle absolu, c'est-à-dire être certain que personne ne te censure, il faut utiliser un wallet décentralisé, un hardware wallet, je ne sais pas quoi. Espérer que le code lui-même ne sera jamais compromis. Mais c'est la meilleure manière d'avoir absolue confiance que ta transaction ne sera jamais censurée. Maintenant, on a fait des millions de transactions. Sur des millions de transactions, on n'en a pas censuré jamais une seule, parce que ce système aujourd'hui n'existe pas. Chez nous, on n'a pas ce système qui est développé. Deuxièmement, il y a le cas de qu'est-ce qui se passe si nous, la société, on meurt. Meurt, oui. Voilà. Et donc ça, c'est une solution qu'on a créée dès le premier jour. Ça, l'héritage au niveau individuel, on ne l'a pas encore lancé, mais l'héritage de Zengo, on l'a déjà lancé. Donc, on appelle ça Guaranteed Access, l'accès garanti. C'est si Zengo disparaît ou est incapable d'opérer, ou on a un DDoS pendant 3 mois, ou peu importe, on est incapable de signer une signature. Qu'est-ce qui se passe avec mes fonds ? Personne ne peut signer en face, etc. Donc, on a déjà mis en place un système qui est indépendant complètement de Zengo, qui, si en l'absence de preuves de vie légales et techniques, Zengo est incapable de signer une transaction, de co-signer une transaction plus exactement, il y a 2 entités qui sont indépendantes l'une de l'autre et complètement indépendantes de nous, qui prennent le relais et qui vont être capables de signer une transaction unique par wallet et qui va restituer à chacun des wallets tous ces fonds pour pouvoir faire une transaction unique vers la destination de leur choix. D'accord ? Et donc, ça va te permettre d'avoir tous tes fonds et de signer une transaction sans avoir besoin du tout de Zengo une fois pour toutes. Ce code-là, il est open source. Le système a été audité. Il est publié avec une mise à jour tous les trimestres sur notre site. D'accord ? Et voilà. Et il est en place dès le premier jour parce qu'on savait que c'était une question importante pour inspirer la confiance, que les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe si d'abord au début personne ne nous connaissait et même maintenant si maintenant ils nous connaissent, ils ont besoin d'avoir un peu plus confiance quand même parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc tout ça pour dire que on n'a pas pensé à tout, mais on a couvert beaucoup d'angles. L'angle de qu'est-ce qui se passe si je perds le téléphone, qu'est-ce qui se passe avec mon visage, qu'est-ce qui se passe si je perds mon email ou je sais pas quoi, je peux mettre un deuxième email, qu'est-ce qui se passe si Zengo disparaît et bientôt qu'est-ce qui se passe si je meurs. Et tout ça à comparer avec tous les autres systèmes qui pensent généralement à rien du tout. Mais c'est vrai que ouais, je t'en prie, Benoît, tu voulais parler. Non, mais c'est vrai que c'est agréable parce que moi j'ai organisé des meet-up donc depuis des années à Toulouse notamment et ce genre de choses. Même si ça fait très longtemps avec le Covid que j'en ai pas refait, il y a souvent des questions. Et effectivement, pour une première expérience avec quelqu'un qui ne connaît pas le monde des cryptos, quand on lui demande d'installer un wallet de machin, c'est vrai que c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'on a le choix. Soit moi j'avais le choix jusqu'à présent entre soit choisir des wallets qui ne proposent pas de noter les 12 mots parce qu'en fait en termes d'expérience utilisateur, noter 12 ou 24 mots dans un bar, c'est très désagréable. C'est-à-dire que personne n'a envie de noter 12 ou 24 mots une bière à la main. Donc en général, je choisissais les wallets qui proposaient de le faire plus tard, et plus tard signifiant jamais. Et donc c'était pas vraiment une solution non plus. Donc c'est sûr qu'en expérience utilisateur, franchement, je trouve ça assez top. On a un label chez nous, c'est qu'on a passé le test de la grand-mère. C'est-à-dire qu'on a conçu Zengo pour que quelqu'un qui soit, j'ai une grand-mère ou pas comme nos parents, puisse sans avoir à
soucier, utiliser ça. Mais ce qu'on se rend compte dans la réalité, c'est qu'en fait, notre wallet, il est aussi utilisé pas que par des grands-mères, y compris par des gens qui, même s'ils ont beaucoup de systèmes sophistiqués à côté et qu'ils ont des trucs à base de clés privées, des hardware wallets et des YubiKey et des je sais pas quoi, à un moment donné, si tu as envie de faire partie de l'économie crypto, de la crypto-économie, tu as besoin d'un truc qui soit utilisable régulièrement, facilement et sans te poser 50 000 questions. D'accord ? Et donc, on se rend compte que les gens ont besoin de quelque chose qui soit utilisable et agréable, peu importe par qui il est utilisé. Et donc, je pense que cette dimension-là, c'est la dimension de simplicité, est très sous-estimée dans notre industrie. La simplicité est une fonctionnalité très importante. Et donc, optimiser pour la simplicité, c'est quelque chose qui, à mon avis, est encore aujourd'hui sous-estimé, mais qui, avec le temps, au fur et à mesure que cette industrie se développe, on va peut-être parler des NFT, va devenir vraiment critique. Et donc, c'est là qu'on aura un rôle à jouer. Attends, il y a quand même une toute première question qui est passée à la trappe, mais parce que tu as répondu à beaucoup d'autres, hein, donc ne t'inquiète pas, il y a pas. Donc parce que nous, en se renseignant, moi j'ai vu que tu avais fait une levée de fonds donc de 20 millions, donc c'est quand même une série assez conséquente. Donc je suppose qu'il y a des gens qui ont quand même approuvé ton système, au-delà des quelques mots que tu nous délivres. Je suppose qu'il a quand même été étudié de près et que personne ne s'engage dans de tels montants sans un bel audit. Donc c'est quand même moi ça a tendance à me rassurer aussi, hein, tu vois, parce que je suis toujours l'argent, donc je me dis bon voilà. Et la question donc était celle de Samy, c'est mais quel est le business model d'un wallet? Parce que ça c'est une question que je me pose, mais en dehors de Zengo en général. Alors, voilà, gens, je trouve qu'ils font des efforts conséquents. Et quand sont-ils rémunérés, ces bons samaritains? Il y a les swaps en interne, je me disais, mais il doit y avoir d'autres choses. Ça me fascinait en fait. Alors, voilà une question qu'elle est bonne. Et effectivement, on a levé 20 millions. Et d'ailleurs, on n'est pas levé 20 millions avec les derniers. Inside Partners, c'est un des plus gros fonds de private equity des États-Unis. Les États-Unis gèrent des milliards. Ils ont investi dans les Twitter, dans les Shopify. C'est pas des gens qui investissent au hasard généralement. Effectivement, ils ont vu chez nous quelque chose. Donc, on espère qu'ils ont raison. On peut toujours se planter, hein, même dans la crypto. Mais effectivement, il y a et d'abord effectivement une bonne équipe, un bon produit, et il y a aussi un business model. Alors, on va parler de business model. D'ailleurs, j'avais écrit, je ne sais plus, il faudrait que je le retrouve, un article sur comment les wallets peuvent gagner de l'argent et pourquoi beaucoup n'en gagnent pas. C'est la question que je me pose. Effectivement. Et donc, ce qui est vrai, c'est que pendant beaucoup d'années, surtout dans les premières années de la crypto, les wallets, c'était des produits essentiellement open source, créés par des bons samaritains, avec du code open source et créé avec bonne volonté. Et d'ailleurs, le résultat, c'est que généralement, ça n'allait pas très très loin parce que tu n'as pas moyen de monétiser tout ça et à un moment donné, quelqu'un doit payer les factures. Hein, donc, c'est compliqué. Et pourquoi un wallet, tu peux pas le monétiser facilement a priori parce que, personne ne veut payer un wallet. Alors, tu peux payer pour un hardware wallet, mais même quand tu payes pour un hardware wallet, les trésors, les ledgers, etc., tu en achètes peut-être deux. Et c'est tout. Tu ne peux pas créer une société à base d'un produit que tu achètes qu'une ou deux fois. Alors, si Apple ne vendait qu'un seul iPhone par tête d'habitant pour toute leur vie, ça serait un désastre. Ils comptent sur le fait qu'au bout d'un moment, tu vas en acheter 2, 3, 4 tous les 2 ans, tous les 3 ans. Mais ce n'est pas le cas dans les wallets. Dans les hardware wallets, on achète. Et dans les wallets qui sont gratuits, qui sont des programmes, personne ne veut payer $50 d'avance. Pourquoi ? Parce que c'est devenu une telle commodité que les gens s'attendent à avoir un wallet gratuit. Donc, le problème, c'est que personne ne veut. Les développeurs, c'est-à-dire que les blockchains elles-mêmes, elles veulent être toutes sur les wallets, mais personne n'a envie de payer pour être sur les wallets. Elles veulent tous y être et gratuitement. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le travail pour intégrer une blockchain et des services est colossal. Il est monumental. Il y a un travail qui est absolument dingue pour ajouter une nouvelle blockchain. On pense que c'est juste rajouter un logo, des 0 et des 1, comme dans une base de données sur un site d'e-commerce. C'est incroyablement difficile. Il y a des contraintes de sécurité. C'est un nouveau langage à chaque fois. Il faut faire de l'audit, des audits de sécurité, des audits de qualité. Il faut faire en sorte que tout soit évidemment agréable à l'utilisation, que ça soit safe, que ça soit sûr. C'est incroyablement compliqué. Et personne ne veut payer pour ça. Quelqu'un doit payer. Et donc, c'est qui ? C'est les développeurs. Alors, à la fin, comment ça se passe pour un wallet ? Un wallet, c'est quoi sa fonction ? Un wallet, c'est une interface dans lequel l'utilisateur a confiance pour faire des transactions quelles qu'elles soient. D'accord ? La plupart de ces transactions, elles n'apportent aucune valeur économique. Quand tu envoies ou que tu reçois des transactions, tu ne payes pas le wallet, tu payes des mineurs, tout le monde le sait, bientôt des stakers, des validateurs, bref, des personnes qui ne sont pas toi.
et le wallet, il trouve pas argent à son compte, hein, pour dire de manière un peu brutale. Donc, c'est pas sur les transactions que tu fais de l'argent. Chaque fois que tu as une transaction, des bitcoins, des Ethereum, etc., là-dessus, il n'y a rien à faire. Les network fees que tu payes, que tout le monde voit et qui embêtent tout le monde au passage, elles sont payées à des mineurs. Et donc là-dessus, tu ne fais pas d'argent. Qu'est-ce qui reste? Il y a d'autres transactions, d'accord, qui sont importantes dans un wallet à partir du moment où elles sont intégrées. Donc, premièrement, en tout cas chez nous, je ne vais pas parler pour nos autres, mais bon, je vois qu'il y a certains wallets qui commencent à suivre notre chemin, donc j'ai l'impression que c'est une bonne idée. C'est d'avoir intégré des fonctions d'investissement dans le porte-monnaie, d'accord, simplifié. Alors, ce n'est pas des fonctions d'investissement comme sur des plateformes de trading avancées comme FTX ou comme Binance ou comme Coinbase Pro, mais c'est suffisant pour quelqu'un qui veut faire quelque chose depuis son téléphone dans sa poche de manière agréable, sachant qu'il y a quand même plus de téléphones mobiles que d'ordinateurs dans le monde. Donc, ce n'est pas uniquement pour des gens qui ont un ordinateur, mais c'est pour la grande majorité. Donc, qu'est-ce que tu peux faire sur un porte-monnaie qui permet aux développeurs de porte-monnaie de gagner de l'argent? Quand tu achètes de la crypto, voilà, tu achètes de la crypto, quand tu en vends, donc là, ce n'est pas opéré par nous au passage. Nous, on a un rôle d'agrégateur. On travaille avec des intermédiaires. Les Simplex, eux-mêmes. Voilà. Les Simplex, des CoinMama, des MoonPay, des Ramp Network. Et bon, il y en a toute une foulée. Nous, notre job, c'est de fournir l'interface de confiance, de l'hyper simplifier et de donner accès. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on devient un lead generator, on envoie un lead à ces services-là. Et donc, à chaque fois que tu achètes ou que tu vends, on prend une commission. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, tu as un produit dans Zengo qui te permet de gagner 4, bientôt 5% sur tes bitcoins. D'accord, en dépôt, plutôt qu'il reste sur ton porte-monnaie. Voilà, earn. Donc, plutôt que de mettre tes bitcoins, ils font rien, ils sont dans ton hardware wallet, ils dorment, ou dans ton wallet, ils dorment, tu les mets. Donc, c'est un peu concurrent à BlockFi ou à des systèmes comme ça. Et donc, là, tu gagnes 4, bientôt, on va passer à 5% en faisant rien du tout. D'accord? Et c'est quel protocole de défi que vous utilisez à ce niveau-là? Sur le Bitcoin, on utilise Nexo, qui n'est pas un protocole, c'est une société. Ah oui, ok. Et sur les autres coins qu'il y a aujourd'hui, on utilise Compound. Mais on a trouvé un nouveau système qui est bien meilleur. Donc Compound, on va l'enlever parce qu'ils n'ont pas les meilleurs paiements. Et on aura d'autres produits qui vont donner des rendements bien plus importants, même plus importants que des systèmes centralisés comme Nexo. Donc à chaque fois qu'il y a un profit qui est fait, là-dessus, on prend un tout petit coupon aussi. D'accord? Ça, c'est deuxième. Troisièmement, tu as un système de trading aussi sur Zengo qui va être bientôt upgradé. Là, on est en train de travailler dessus. Il va être lancé dans 3 semaines, qui va être hyper rapide, beaucoup moins cher et beaucoup plus agréable d'utilisation. Et donc là-dessus, à chaque fois que tu fais un échange, tu verras une petite commission. D'ailleurs, c'est écrit, une petite commission. Et donc, c'est là-dessus qu'on fait aussi de l'argent. Donc, en d'autres termes, le wallet est gratuit. Les transactions sont gratuites, mais quand tu fais un investissement, on prend une petite commission. Ça, c'est le modèle aujourd'hui. On a annoncé également qu'on allait lancer, on va commencer par les États-Unis, une carte de crédit qui sera liée à Zengo. Voilà. Et on la lancera, après on la lancera dans d'autres pays. Et donc là, qu'est-ce qui se passera? C'est que quand tu mettras de l'argent sur ta carte de crédit et que tu dépenseras avec cette carte de crédit, il y a un modèle économique autour de carte de crédit qu'on n'a pas inventé, mais sur lequel on aura une commission à chaque transaction. Et donc, c'est un modèle très, très intéressant financièrement que toutes les banques utilisent depuis des années et qui permettra à n'importe qui de dépenser simplement sa crypto. Ça, c'est le modèle évident de comment faire de l'argent avec un porte-monnaie. D'accord? Et là, tu prends tous les porte-monnaies, tu prends les MetaMask, tu prends les Exodus, tu prends les Coinbase Wallet. Ils font tous comme ça de l'argent aujourd'hui. Ça, c'est la manière évidente. La manière un peu moins évidente, on la lancera l'année prochaine. Et donc, là-dessus, c'est là qu'aussi le MPC va être intéressant, c'est de lancer des services plus avancés qui seront certainement, je pense, uniques à Zengo, technologiquement parlant, très difficile de les faire autrement, et qui seront accessibles uniquement en payant. Donc, ce sera pour des comptes plus professionnels, plus avancés, qui te permettront de faire des choses. Alors, on ne va pas tout révéler tous les secrets, mais de la sécurité peut-être, voilà. de la sécurité. Certains sont liés à des éléments de sécurité, de protection, et d'autres sont liés plus à des fonctions d'investissement et d'usage du porte-monnaie. Et donc voilà, il y aura
le point commun entre les deux, c'est que tu pourrais y accéder en payant un abonnement. D'accord, tu paieras un abonnement. Alors, je ne sais pas si on le lancera vraiment l'année prochaine, en fin d'année prochaine, mais bon, en tout cas, c'est pas cette année, c'est sûr. Et voilà. Et donc là-dessus, tu complètes. Voilà. C'est un peu d'ailleurs au passage le modèle des néobanques, hein, les N26, les Revolut, où ils te filent un compte gratos, où ils monétisent un peu avec les prêts, le trading, et après ils ont le Revolut plus, le N26 plus, etc. Tu payes ton abonnement, ta carte elle te donne plus de bénéfices, les fees sont moins chers, tu as de l'assurance, des choses comme ça. Donc c'est très intéressant. Vous pouvez faire du Zengo White Label et vendre votre technologie à des constructeurs de smartphones, par exemple. J'ai vu qu'il y avait Samsung dans vos investisseurs, oui. Next. Oui. Et en fait, typiquement, une marque de smartphone qui veut intégrer nativement un wallet crypto, elle a tout intérêt à prendre quelque chose qui rend l'expérience vraiment no-brainer pour monsieur X, Y ou Z. Et donc, peut-être que vous pouvez aussi partager votre technologie contre, je sais pas, des patents, j'en sais rien. Oui, on a eu la demande à peu près 200 ou 300 fois, et donc la réponse, c'est que la réponse est qu'on ne fait pas ça. C'est un autre business model. C'est un peu comme dire voilà, je suis Amazon.com année 1, d'accord, ou année 2, puisque c'est notre âge, et on va lancer AWS au même moment. D'accord, c'est juste pas possible. Enfin, c'est possible technologiquement, on est complètement capable de le faire. C'est un autre business model qui nécessite un autre focus. Et donc, on le fera peut-être un jour, mais à ce stade-là, c'est pas du tout le business model. En revanche, l'idée dont je parlais, c'est que dans Zengo, l'application proprement parlée, c'est d'avoir accès à des services supplémentaires pour les clients de Zengo qui leur permettront d'accéder à des choses plus élaborées sur le plan de la sécurité et de l'investissement et de la gestion de tes fonds. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à horizon d'un an. Le white labeling, pour l'instant, la réponse, c'est systématiquement non. On aurait probablement pu faire déjà beaucoup d'argent en faisant ça, mais on a décidé de créer une marque. Et vous avez les moyens. Dans cette industrie. On a les moyens aussi de le faire. On a aussi l'équipe. On a recruté une très, très belle équipe, aussi bien produite que marketing, pour faire ça. Et donc, notre focus et notre obsession et notre désir le plus fort, c'est d'avoir une marque forte dans cette industrie, de créer un des meilleurs produits du marché et de le faire atteindre à plusieurs millions, dizaines de millions de personnes. On ne peut pas faire ça bien et aussi être une société de service en même temps. Peut-être que dans 5 ans, passage à AWS, je crois que Jeff Bezos a attendu 5 ou 7 ans avant de lancer AWS. Et donc, peut-être qu'à un horizon plus tard, on considérera cette opportunité-là, qui au passage a beaucoup de sens. Hein. C'est quelque chose qui n'a pas pour rien que c'est demandé déjà plusieurs fois. Mais aujourd'hui, on est vraiment focusé sur cette opportunité. Mais moi, si je comprends bien, de toute façon, vous avez tout misé sur la simplicité sans sacrifier la sécurité, ou en tout cas, et votre but, c'est d'avoir une adoption maximale et ensuite d'intégrer des services, un maximum de services à valeur ajoutée pour les utilisateurs. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends. Vous misez tout sur l'adoption, c'est-à-dire que normalement, c'est un wallet qui, de par sa simplicité, est censé être plus facilement adopté que les autres, je pense. En tout cas. C'est ça. C'est non seulement il sera plus facilement adopté, mais aussi plus utilisé. C'est-à-dire que la fonction d'un wallet, c'est pas simplement, si on était juste l'adoption et mais c'était un coffre-fort, il y a des produits qui sont meilleurs pour ça. D'accord. Si tu veux un coffre-fort, tu prends un hardware wallet et tu le gardes et tu mets dans un lock ou je sais pas quoi. Voilà. Mais si tu as besoin d'un wallet pour l'utilisation au quotidien, d'accord, ou très régulièrement, tu peux pas utiliser un MetaMask, tu peux pas utiliser un Ledger. C'est juste impossible. Tu deviens dingue. Tu t'arraches les cheveux. Là, en ce moment, je fais beaucoup de NFT. D'accord. Et j'utilise ces porte-monnaies-là. Je dois avoir une boîte de Doliprane à côté de moi. Ça me rend fou et je peux pas imaginer que l'avenir sera comme ça. Et donc, si tu veux un porte-monnaie qui soit utilisable quotidiennement et agréable à utiliser, mais sans avoir à te poser à chaque fois 50 questions sur la sécurité, il faudra quelque chose qui sera un peu mieux que ça. Et donc, c'est là qu'on veut jouer un rôle. Et c'est sur ça qu'on mise. Alors maintenant, on ne pourra pas intégrer tous les services. Là, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. J'ai un peu honte, mais ce n'est pas grave. Comme d'habitude, dans la crypto, on arrive à la fin, mais on le fera bien. On aura la possibilité depuis Zengo de s'interfacer à tous les services Web3, que ce soit du DeFi ou des NFT ou de je ne sais pas quoi. Donc ça, on aura, que ce soit par biais d'un Wallet Connect
de plusieurs wallets connect, parce que chaque blockchain a son propre wallet connect. Il n'y a pas que Ethereum dans la vie. Beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Ou par le biais d'une extension ou d'une interface web. Donc tout ça va venir, ça prend du temps. On bâtit pas Rome en un jour, hein, comme dirait l'autre. Mais on ne pourra pas tout intégrer dans Zingo. C'est juste pas possible. Ça serait d'ailleurs horrible. En revanche, que Zingo devienne une télécommande qui te permet de contrôler tes fonds et de les utiliser où tu veux, quand tu veux, quand on a besoin, très simplement depuis ton mobile, sans avoir 50 câbles autour de toi et sans avoir 35 wallets pour tel coin ou tel service ou de ces machins. Ça, c'est l'ambition. D'accord? Donc, la télécommande de la crypto, c'est ça la position. Mais on peut imaginer une extension par navigateur et la vérification biométrique, elle se fait comment du coup? On doit jumeler son extension à son téléphone pour qu'on puisse checker le visage de la personne? Par exemple, tu pourrais faire ça comme ça, d'accord. Et donc, ce qu'on veut pas, c'est répliquer MetaMask avec cette interface qui est à peine illisible ou d'autres. J'ai vu d'autres extensions. Peut-être que ça fonctionne pour 10 millions d'utilisateurs, peut-être que ça fonctionne pour 20 millions d'utilisateurs. Ça peut pas fonctionner pour des gens normaux. C'est juste pas possible. Même pour moi qui suis dans cette industrie-là, j'y arrive pas et je deviens dingue. Donc effectivement, je pense que des téléphones comme ceux-là, quelle que soit leur marque, ont déjà résolu le problème principal, c'est toujours avec toi et c'est beaucoup plus sûr de leur faire confiance à ces appareils-là que de faire confiance à toi-même. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut, c'est simplement créer des passerelles avec les services que tu veux utiliser. Et donc, ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est quelque chose sur lequel on va travailler. On est bien placé pour le faire et pour le faire bien. Et donc remplacer un peu tous ces systèmes un peu trop compliqués. Alors, ils ont leur mérite, hein, ils existent aujourd'hui. Certains sont déjà même relativement populaires. C'est juste que nous, on imagine un monde qui est différent. On entend à longueur de journée des gens se plaindre des systèmes actuels également. Et sans parler des fonds qui sont perdus, je parle simplement de gens qui sont pas contents de la manière dont ça fonctionne, qui ont envie de quelque chose qui soit meilleur. Et donc, on se dit, ben voilà, on est là et on va essayer de le faire. Ok, moi j'ai encore quelques questions pénibles, mais enfin pas tant que ça. Tu sais que quand on parle de biométrie ou d'éléments d'identification, on va dire personnels, alors tu nous as expliqué comment les sauvegarder, mais ça fait peur aussi la façon dont ils sont stockés. Donc qu'est-ce qui nous garantit qu'un usage dévoyé n'en sera pas fait ou des choses comme ça. Donc je suppose que c'est stocké localement, c'est chiffré, c'est-à-dire que par exemple, quand mon visage est capté, ou celui de mon visage de confiance, Mr. Jekyll et Mr. Hyde, ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et comment c'est stocké localement? C'est stocké sur l'iCloud? Sur l'iCloud, c'est stocké de façon chiffrée? Alors, il y a différents niveaux. Au passage, je vois des gens qui posent encore à nouveau beaucoup de questions sur la biométrie. Dommage, vous avez loupé peut-être le passage d'avant. Mais ah oui, alors on peut changer de visage. On peut, ça a été. Voilà. Et vous n'utilisez pas Apple pour la biométrie. Non, c'est pas du tout Apple. C'est un des systèmes de biométrie les plus avancés au monde. Alors, juste avant parce que c'est une question qu'on a souvent, ça ne fonctionne pas avec les photos. Ça ne fonctionne pas avec les vidéos. D'ailleurs, essayez vous-même avec votre propre photo en HD. Vous n'allez pas réussir à passer. Vous allez voir que le système ne fonctionne pas. Et ça ne marche même pas avec un masque en 3D. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je vous présente Uriel Ohayon, number 2. Voilà, c'est un masque. Attends, on va aller aux caméras. Voilà. C'est un masque en 3D de moi-même. Voilà. C'est rigolo. Alors, il a pris une claque parce qu'il est tombé. Mais ce masque-là, que j'ai fait sur mesure en Angleterre, lui-même ne passe pas le test de biométrie de mon propre compte. Donc, moi-même, je ne peux même pas me hacker. Voilà, donc déjà, ça pour répondre il y a une vidéo qui le montre très bien sur YouTube, vous pouvez le voir. Mais déjà, c'est pour répondre à toutes les questions qu'on pose souvent sur ouais, mais les trucs de biométrie, ça peut se hacker. Le truc, il a été battle testé sur des millions d'utilisateurs, sur des photos, sur des vidéos, sur des visages en 3D, des masques hollywoodiens en silicone, type mission impossible. Ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va changer. Et même quand tu as le visage, à nouveau, il fallait les 3 facteurs, l'email, le cloud, etc. Donc c'était compliqué. Alors, pour revenir à ta question. Premièrement, nous, on ne stocke aucun fonds. D'accord? Tout est distribué sur la blockchain. Tout est on-chain avec Zengo. D'accord? Donc, il n'y a pas un coffre-fort avec dedans des clés privées ou des morceaux de clés privées partielles.
Il n'y a pas de tout ça. Les fonds sont larges. Donc, qu'est-ce qu'on a sur comment tout ça c'est géré? Il y a une logique qui est distribuée entre le serveur de Zengo et le téléphone de l'utilisateur, où chacun détient des secrets qui sont indépendants, qui sont inutiles en tant que tels. D'accord? Ils ont besoin de se correspondre l'un à l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce que tu stockes sur ton cloud, d'accord, c'est un kit de recouverte qui, lui-même, en tant que tel, est complètement aussi individuellement inutile. Il sert à la recouverte de ton compte uniquement si tu as 3 choses. Si tu as ton email, si tu as l'accès à ton cloud et si tu as ton visage. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un prend le contrôle complet de ton compte iCloud ou de ton compte Google Drive, on a aussi Dropbox, ton compte Dropbox, il dit « Ah, c'est cool, je vois le clip » et qui va essayer d'utiliser ça, il va aller nulle part. Il va essayer de mettre ça dans un wallet, ça ne marche pas. Il va essayer de faire du computing avec, ça ne marche pas. Et donc, ce truc-là est inutile. En revanche, pour toi, qui es le propriétaire de ce compte-là, pour toi, c'est très utile. Et donc, nous, Zengo, on est incapable de déclencher des transactions. On ne peut pas prendre ton compte. Par exemple, moi, je dis Auriel, ça y est, je vais prendre le compte de Benoît. Merci d'avoir mis tes bitcoins. Bye bye. D'accord? Eh bien, si je veux faire ça, moi-même qui suis le CEO de cette boîte-là, je ne peux pas rentrer dans ton compte. Je serais incapable de le faire. Peut-être que je connaîtrai ton email, mais ça s'arrêtera là. Je n'ai pas de contrôle de ton email, je n'ai pas accès à ton cloud et je n'ai pas ton visage. Donc, je ne peux rien faire. Et le morceau de clé que j'ai chez moi, le morceau de code que j'ai chez moi est complètement inutile en tant que tel. Donc, voilà comment les choses sont stockées. Ce qu'on a chez nous, en revanche, et c'est vrai, on a une encryption, une version encryptée, d'accord, qui a été encryptée localement sur ton téléphone, de ton kit de recouverte. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais la recouverte de ton compte sur un nouveau téléphone, tu appelles Zengo et tu dis Zengo, renvoie-moi un morceau de code. D'accord? Ce morceau de code, on l'a, mais nous, on ne peut rien faire avec. Il est complètement encrypté. Quand il arrive sur ton téléphone, avec la clé que tu as stockée sur ton iCloud ou sur ton backup, là, tu peux le lire. Mais il n'y a que toi qui peux le faire et que sur ton téléphone. Donc nous, on a des informations pour simplifier l'explication complètement inutiles, mais encore en revanche, qui pour toi sont utiles quand elles sont sur ton téléphone. Donc ça, ce système-là, il est vraiment innovant. Et quand tu réfléchis bien à son architecture, il y a beaucoup de choses à processer dans tout ce que je dis là, mais quand tu réfléchis bien à son architecture et tu compares ça à n'importe quel système existant, tu comprends la supériorité et l'avantage en utilisation et en safety par rapport à tout autre système. C'est pas que j'aime pas particulièrement critiquer, mais là, il y a de manière très très claire quelque chose que tu trouves pas ailleurs et qui est vraiment très intéressant. Bon, c'est vrai. Il y a des gens qui pensent encore à la question de qu'est-ce qui se passe si tu décèdes. C'est des gens qui viennent d'arriver. Il faudra pour les gens qui dit au début. Voilà, tous les gens qui viennent d'arriver là, en fait, vous posez tous des super questions et je pense que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que quand ça va être republié sur YouTube, vous faites un rewind. Tout ça, ça a été dressé avant. Ouais, l'autre sera dispo demain après-midi sur la chaîne YouTube. Et puis le replay est immédiatement dispo sur Twitch, donc vous inquiétez pas, vous pouvez revenir en début d'émission dans 1 heure, ou même un peu moins. Ah bah, pas de problème. Il y a quelqu'un qui a dit, juste écoutez Auriel, Shigakok, là, c'est très marrant. Embauchez-le au plus vite, JDC. Désolé, au passage, super conversation. Franchement, c'est hyper agréable de parler avec des gens qui, en français, et 2, qui vraiment comprennent qui posent des questions qui sont vraiment spot-on, comme on dit en anglais. Mais mauvaise nouvelle, c'est que je suis pas embauchable. J'ai pas le temps. on embauche des CEO assez régulièrement au JDC. Oui, bien sûr. J'ai vu, il y avait job listing sur votre site, recherchons CEO pour la semaine prochaine. Et exactement. Exactement. Non, c'est très agréable. Moi aussi, je passe un bon moment. Et puis, et donc, ces secrets qui dansent, pour reprendre tes mots. Donc, on a une partie de ce matériel qui dispose sur notre téléphone et vous avez plusieurs serveurs, en fait, différents. Comme ça, s'il y a un downtime sur un serveur, le but, c'est qu'il y ait un certain pourcentage de ces serveurs qui soient OK
pour qu'on signe la transaction. Donc 70, 80, vous définissez un seuil. Comme ça, s'il y a des serveurs qui ne marchent pas, à tout moment, moi, je peux envoyer ma transaction, peu importe ce qui se passe techniquement chez vous. Enfin, de façon provise. Alors, non, ça ne fonctionne pas exactement. Idéalement, ce que tu dis, tu as raison, ça devrait être comme ça. Et idéalement, ça devrait être même mieux que ça. Il faudrait qu'il y ait d'autres serveurs qui ne sont pas des serveurs de Zengo qui participent à cette signature cryptographique, à cette danse cryptographique. D'accord ? Et donc, nous, la manière dont on imagine l'avenir, c'est qu'on aimerait bien qu'il y ait d'autres partenaires, d'autres sociétés qui d'ailleurs pourront un jour même faire de l'argent à notre place et nous décentraliser nous-mêmes en tant que serveur Zengo pour co-signer des transactions à notre place. Si par exemple un utilisateur dit non, moi je veux plus que ce soit Zengo qui co-signe, je veux que ce soit JDC serveur parce que je fais plus confiance à Benoît et SB. Ok ? J'ai aucun problème avec ça. Tu n'auras plus rien sur un bouton et tu switches de serveur. Donc, aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, on est la version 0.0.1 du premier consumer grade MPC wallet au monde. Donc, pour l'instant, il y a un serveur. Mais c'est ça qu'on aimerait qu'il se passe. Donc, aujourd'hui, on a de la redondance sur nos serveurs, mais avec nous-mêmes. C'est-à-dire que s'il y a notre serveur qui tombe, il y en a un autre qui arrive. Mais au bout d'un moment, le modèle de signature, il est ce qu'on appelle un modèle one-on-one. C'est one-on-one. C'est plus exactement two out of two. C'est-à-dire, tu as besoin de deux signatures sur deux signatures. C'est deux parties sur deux parties. Tu as des modèles qui sont plus sophistiqués, qui sont 3 sur 4, 4 sur 5, 5 sur 10, etc. Mais les TSS. On va avoir ce qu'on appelle du threshold signature, exactement du TSS. Monsieur est très informé. Et donc, il faudrait qu'il y ait plusieurs autres parties qui ne sont pas uniquement des parties de Zengo. Donc, on a développé le code pour ça. Si tu vas dans notre librairie GitHub, au passage, toute notre cryptographie est open source, est auditée. Et je pense qu'on a une des librairies MPC les plus populaires au monde, peut-être même la plus populaire au monde. Si tu tapes Threshold Signature sur Google, je crois qu'on est le TSS, on est le premier lien ou un truc comme ça. Donc, le code existe. On ne l'a juste pas implémenté pour que ça soit utilisable sur ce marché. Aujourd'hui, c'est vraiment un téléphone, un serveur. Ça fonctionne très, très bien. C'est très smooth. Voilà, ça roule. Mais ce qu'on aimerait, à nouveau, c'est qu'on aimerait bien se décentraliser nous-mêmes et qu'il y ait plusieurs. Voilà. Ce qu'on imagine aussi, c'est qu'il pourrait y avoir une décentralisation du côté de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui dit moi, je veux bien signer une transaction de mon côté, mais je ne veux pas le faire tout seul. Pourquoi ? Pour différentes raisons, j'aimerais bien qu'il y ait une protection supplémentaire. Par exemple, j'aimerais bien qu'un autre utilisateur signe avec moi, parce que c'est une transaction qui est très importante. C'est $100 000, c'est $1 million. Je ne me sens pas de signer ça tout seul. D'accord ? Et puis, si vous n'avez pas posé encore la question, j'aimerais bien que quelqu'un la pose, parce que ça touche aussi tous les wallets. C'est qu'est-ce qui se passe si je me fais attaquer ? Qu'est-ce qui se passe si je me fais attaquer ? Quelqu'un me met un flingue sur le truc et qui me dit « vide ton wallet, qu'est-ce que je fais ?» D'accord ? Ça, d'ailleurs, au passage, j'ai un problème avec tous les wallets. Oui. Et donc, je veux être protégé de moi-même contre une attaque. Et donc, il y a un co-signateur pour lui dire tu vois bien que j'y arrive pas, je ne peux pas le faire tout seul. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on a préparé dans le code. Il est prêt, on peut le faire. On ne l'a pas encore lancé. D'accord ? Mais ça, c'est des protections plus avancées qu'on lancera peut-être l'année prochaine, j'espère, et qui te mettront dans une meilleure situation dans des cas extrêmes. Et donc, la décentralisation, elle peut se faire du côté serveur, mais aussi du côté… c'est génial. Voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile, voire impossible de faire avec un wallet normal. Parce que un wallet normal te dit, c'est toi le cerveau opérateur de ta sécurité. Et donc, tu ne peux pas distribuer cette logique-là. Parce que pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu la distribues, tu te recentralises. D'accord ? C'est ce que font les exchanges, les bourses, les Coinbase, les CoinHouse, enfin, toutes ces choses-là. C'est à la fin, eux qui ont le contrôle absolu de tout. Et donc, tu n'as pas envie d'être dans cette situation-là. Tu as envie d'être toi-même en contrôle. Donc, ça, c'est quelque chose que tu veux éviter si tu veux vraiment faire partie de cette économie crypto et de ne pas être dépendant. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que la majorité des gens dans le monde n'ont pas de compte en banque. Ils ne peuvent pas venir ou même faire de KYC. Au passage, on ne l'a pas dit, mais pour faire un compte sur Zengo, tu as peut-être dû le voir, Benoît, il n'y a pas de KYC. Oui, moi j'ai vu. Il y a juste un email. Il faut avoir un email. Un email qui peut être un email pro ton mail ou fast. Tu n'as même pas besoin de mettre ton nom.
Il n'y a pas de KYC, tu as ton compte en 20 secondes. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui est impossible quand tu es dans un modèle custodial où ils vont devoir savoir qui tu es, après lier ton compte en banque pour faire des dépôts de fonds, etc. Et donc, c'est pas compatible avec la majorité du monde qui aujourd'hui n'est pas en système bancaire ou qui, même pour beaucoup, n'ont même pas l'élément de faire de KYC. Voilà. Donc c'est l'avantage d'être dans un système non-custodial, et donc là, il y a tous les wallets non-custodial, mais dans cet univers-là, je pense qu'on a une position qui est bien particulière et en tout cas qui est celle qu'on aime développer. Non, après, ça serait possible, hein, tu sais, de partager, mais je crois qu'il y a des secrets, des Shamir secret sharing, mais c'est absolument pas user-friendly. C'est-à-dire que c'est un enfer, c'est un enfer sans nom. Et donc, alors, Shamir Secret, on va en parler 2 secondes. Vraiment, monsieur est très informé. Bravo. Non, mais je suppose que c'est les. Non, mais je l'ai jamais utilisé, hein, mais je suppose que c'est les méthodes utilisées. Alors, Shamir Secret. Alors, Shamir, ça vient d'un monsieur qui s'appelle Adi Shamir, qui a inventé une nouvelle méthode cryptographique pour protéger des secrets. D'accord, ça s'appelle le SSSS, le Secret Sharing Shamir Scheme. 4S. Pas 2, 4. Voilà, c'est un Israélien au passage, donc il ne faut pas dire de 2, ça ne serait pas bien. Donc, c'est la mauvaise blague du jour. Donc, 4S. Donc, il y a aussi Amos Fiat pour la blague, en parlant de Fiat, pardon. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne blague, pas mal. Donc, comment ça fonctionne le Shamir Secret? Alors, clé privée, clé publique, on comprend. D'accord, tu as une clé privée, tu as une clé publique, tu as X caractères, tu signes, bon. Que dit Shamir Secret? Il dit, donne-moi ta clé privée, donne-la moi, d'accord? Donc d'abord, il faut la lui donner. Je vais te la partager en 2, ou en 3, ou en 4, d'accord? Dans différents morceaux. Et après, quand on a besoin, notamment pour signer des transactions, ou quand tu veux restituer ton compte, je vais te associer tous ces morceaux-là en une clé privée, et puis tu vas pouvoir faire ce que tu dois faire. C'est quoi l'inconvénient de ce système-là? Je l'ai déjà donné, l'inconvénient. C'est qu'il faut, à la base, dévoiler la clé privée. Il ne peut pas la partager sans l'avoir dévoilée. Donc, elle a été générée. Et l'autre inconvénient, c'est qu'elle a été régénérée. Donc, tu as 2 points d'attaque possibles dans un SSSS. Au moment de la génération et au moment de la reconstruction. Il y a d'autres inconvénients, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Alors que dans le TSS ou dans le MPC, à aucun moment, tu as généré une clé privée ou un morceau de code unique qui lui-même peut être compromis pour générer une transaction. Les morceaux sont toujours générés de manière complètement indépendante et à aucun moment ils se rencontrent. Donc ça, c'est un avantage structurel, ce qu'on appelle en anglais de l'access structure, qui est énorme et qui change toute la donne. Donc, pour faire simple, le TSS ou le MPC, c'est le Shamir Secret 2.0. D'accord ? C'est la version upgradée du partage de secrets. Pourquoi ? Parce qu'aucun secret névralgique n'est jamais dévoilé. Je crois que je l'ai bien expliqué cette fois-ci. La première fois que je le dis en français bien comme il faut. J'espère que tout le monde aura compris. Mais voilà. Donc, tu as des wallets qui ont essayé de faire du Shamir Secret, et qui en font d'ailleurs au passage. Mais il faut être conscient qu'il y a ces 2 points névralgiques. Et puis, au passage, effectivement, il y a un autre passage qui est important, c'est que, quand tu as les morceaux qui sont éclatés, il faut les distribuer. Et donc, il y a aussi cette expérience qui est asynchrone, qui n'est pas agréable, parce qu'il faut attendre que l'autre partie soit prête pour toi. D'accord ? Il faut attendre que l'autre partie soit prête pour toi. Donc, typiquement, tu dis, tiens, je vais faire en sorte que c'est mon frère qui soit détenteur de ce morceau-là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Il faut que tu appelles ton frère, il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il dise « Ok, je confirme ». Tu n'as pas le temps de faire tout ça. Tu veux ton wallet maintenant, tu veux le recouvrer maintenant, tu veux faire ta transaction maintenant. Tu ne vas pas attendre qu'il finisse sa réunion pour faire ton machin, voir si… Ce n'est pas possible, un truc comme ça. Et donc, l'avantage du MPC et du TSS, c'est un peu la même chose. C'est always on, always available and synchronous. C'est-à-dire, c'est tout le temps synchrone. Et donc, tu n'as pas besoin d'attendre que ces morceaux-là soient disponibles au même moment et prêts à opérer leur danse cryptographique. Donc ça, c'est la supériorité. Et au passage, c'est devenu très très clair. Aujourd'hui, le MPC, c'est devenu un standard de facto. Nous, quand on a commencé, quand les gens nous regardaient avec des grands yeux comme ça, ils nous disaient mais qu'est-ce que c'est que ces fous-là ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Même si on n'avait pas inventé le MPC. Aujourd'hui, le MPC, c'est devenu un langage de facto dans la crypto. Tu as même des conférences sur le MPC. PayPal a racheté une société israélienne
mais pas donc qui a lancé de la crypto l'année dernière avec grand succès. On a lancé une société israélienne qui fait la même chose que nous, mais pour les entreprises, pas pour les utilisateurs, Curve, qui est construite à base de MPC. Tu as un des plus gros custodians qui s'appelle Fireblocks, qui est à base d'MPC. Tu as Facebook qui a lancé un projet à base de MPC monumental pour réinventer leur technologie de tracking, qui est complètement foutu en l'air par Apple. D'accord, avec leur nouvel système de SDK et de vie privée. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent pour investir. Tu as Visa qui se lance dans le MPC. Enfin, c'est devenu quelque chose qui est… Il y a des échanges qui travaillent sur le MPC. Binance qui nous ont d'ailleurs au passage confié leur librairie MPC. Coinbase qui travaille sur le MPC. C'est devenu quelque chose qui est incontournable. Et donc, c'est probablement l'un des angles qui est l'avenir de l'industrie des wallets et de la custody en général. Parfait. Ben, écoute, voilà, je me voilà à jour. Je ne l'étais pas, je le suis. Et ensuite, je me suis permis de regarder aussi ton blog et j'ai vu qu'il y avait des sujets, donc au-delà de la sécurité et du wallet. Et je suppose qu'il y avait 2 sujets qui m'ont plu et que j'ai vu. Il y avait d'une part Libra, Diem qui t'a intéressé. Donc, je ne sais pas si tu as un point de vue sur ce genre de crypto-monnaie on va dire, de grands groupes, voire les crypto-monnaies de banque centrale, est-ce qu'elles seront stockées sur du Zengo? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est un petit troll. Mais et ensuite, l'autre sujet, c'était les NFC, qui étaient tes 2 sujets. J'ai l'impression. Les NFT, tu veux dire? Les NFT, pardon. Autant pour moi. Ouais. Alors, je fais juste une micro pause. Je vais juste allumer la clim parce que je commence à avoir chaud. Il fait 30 degrés ici et je l'avais éteint. Non, mais bien sûr. Une seconde. Mais d'ailleurs, on va essayer de savoir quel est ce tableau qu'il y a derrière en fond. En attendant. Salut, ça va. Bon, attendez, je reviens. Hein. Attends, je vous le montre. Alors, c'est un collecteur avec plein de logos, mais c'est du Web 1.0. D'accord? Donc, tu as tous les plus grandes boîtes qu'il y avait à l'époque, il y a 10 ans. Donc là, ici, évidemment, tu as YouTube. Le premier logo de YouTube, Google, tout ça pixelisé. Ça serait un super NFT d'ailleurs aujourd'hui. Boing Boing, qui est un des premiers blogs iconiques. Delicious, pour ceux qui s'en souviennent. Dig, qui n'existe plus. Yahoo, qui, plus personne l'utilise. Le premier logo d'Amazon, voilà, donc c'est tous les collecteurs. TechCrunch, qui est ici, le blog qu'elle a cofondé en France. Donc voilà, et c'est un super truc et donc c'est nostalgique pour moi. Il faudra le remettre à jour. Il faudrait peut-être faire la même chose avec la crypto aujourd'hui. Mais voilà. Alors, Libra. Parlons de Libra 2 secondes. Alors, Diem, maintenant, ça s'appelle. C'est un projet qu'on avait regardé très tôt et qu'on a, je ne sais pas si c'était une erreur, on va appeler ça un pari. On avait fait un pari. On avait été très excités à l'époque par ce projet-là, parce qu'on voyait beaucoup d'avantages. Le fait qu'il y avait tout ce consortium de sociétés qui lançaient cette monnaie ensemble. Le fait qu'il y avait avoir un angle de distribution majeur avec tous ces acteurs-là, un vrai projet premier grand public, d'accord? C'était il y a 2 ans, ou même, je sais pas, quelque chose comme ça, 3 ans, peut-être plus. Il n'y avait pas encore les NFT, il n'y avait pas encore cette adoption de la crypto. On s'est dit, tiens, c'est la première fois qu'on entend parler d'un projet, ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. Et donc, on a regardé ça technologiquement, on a commencé à regarder le code et on a créé la première librairie MPC pour du Libra. Ça nous a valu un joli coup de presse, beaucoup d'attention, y compris de l'équipe crypto de Facebook. On a eu beaucoup de relations avec eux. Bon, très vite, on a compris que c'est un projet qui allait mettre beaucoup de temps à se lancer. Et d'ailleurs, il a mis beaucoup de temps à se lancer. Il a changé. Il va changer probablement encore. Il n'est toujours pas lancé. Bon, depuis, on est passé à autre chose. Et donc, ça a été pour nous, on va appeler ça une expérience laboratoire qui nous avait beaucoup attiré sous l'aspect grand public, mais sur laquelle on a très vite pas investi. J'ai continué d'investir. J'ai vu sur les questions qu'est-ce qui se passe avec le Libra et Diem. Je vais dire directement, chez nous, il ne se passe rien. Alors, petite anecdote, là, vous ne le voyez pas. Si je tourne la caméra, il y a un immeuble qui est juste là. Peut-être que vous le voyez, là, l'immeuble qui est juste là. Voilà. Si, on le voit en langue. C'est d'ici que Facebook développe le porte-monnaie Novi pour le Diem. Voilà, il est développé à cet étage-là, à peu près ce que je suis en train de vous montrer là. Donc, j'arrive pas à bien le montrer. Donc, c'est marrant parce qu'ils sont juste là et nous, on est juste ici. Alors, est-ce qu'on le supportera un jour? Je ne sais pas, c'est possible. En fait, c'est quoi la philosophie de Zingo? Nous, on n'est pas religieux, on n'est pas des religieux, on n'est pas des ayatollahs de la crypto, on n'est pas des maximalistes. On se dit c'est que Bitcoin et c'est que Ethereum ou c'est que je sais pas. Le mot que,
chez nous, il n'existe pas. Et donc, je ne dis pas qu'on ne le fera pas. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont lancer un système qui est propriétaire et donc qui ne va pas pouvoir être utilisé par des tiers au début. Qui sera propriétaire à Facebook et à leur réseau de distribution, qui sera custodial, c'est-à-dire qui ne sera pas compatible avec des systèmes comme les nôtres. Et donc, peut-être qu'un jour, ils évolueront. Voilà. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit Zingo pour être agnostique. C'est-à-dire que si demain, on voit une blockchain nouvelle qui apparaît et qui n'est pas sur le radar et qu'il faut supporter et que ça a du sens pour nos utilisateurs, ça a du sens pour nous et pour faire du business avec, eh ben, on le supportera. La technologie MPC ne nous met pas dans un silo où on est contraint à faire des choix technologiques pour faire que des blockchains comme ci ou que des blockchains comme ça. Si demain, on veut supporter blockchain X, quel que soit son niveau d'application, on est capable de le faire. Et donc, Libra, on verra. Donc ça, c'est pour la question sur Libra. Alors, les NFT. Les NFT, c'est un énorme domaine de passion pour moi. Pour l'instant, alors, commençons par la chose la plus simple à dire. Pour l'instant, on ne fait rien sur les NFT chez Zengo. Si tu prends un wallet Zengo, à part une page qu'on a sur OpenSea, on a mis quelques éléments. On a acheté un pingouin. Il nous avait eu d'ailleurs une belle campagne de Spotlight et un Pudgy Penguins qu'on adore. Et notre pingouin, on l'a renommé Zangouin. Voilà. Et on a acheté aussi un 777 qui est une très très belle série à part ça, on a encore un FA. En revanche, c'est pas un scoop, parce que c'est pour ça qu'on s'y intéresse. On va se lancer dans les NFT. Et Zingo sera le meilleur wallet de très très loin pour faire des NFT. C'est-à-dire quoi? Faire des NFT, recevoir, envoyer, en acheter, les afficher, stopper, visualiser exactement, les afficher, visualiser et les utiliser. D'accord? C'est toujours cet aspect. Le wallet, c'est pour l'utilisation, c'est pas uniquement pour la transaction. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va avoir un rôle majeur. On est très patient sur la manière dont on va le faire. On étudie ce sujet sous tous les angles. On voit tous les autres ce qu'ils font. Et c'est bien, c'est au premier niveau. Mais on va lancer quelque chose qui, je pense, sera une amélioration sensible par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est une passion pour moi? Oui. Pour plusieurs raisons. Première, c'est que moi, à la base, je suis un entrepreneur, évidemment, mais un entrepreneur, c'est un créateur. D'accord? Il y a des gens dans l'audience. Là, vous créez un business, ça s'appelle Journal du Coin, qui visiblement est très fructueux. Et puis dans l'audience, il y a beaucoup j'imagine, de créateurs entrepreneurs ou des créateurs tout court. Moi, je suis un créateur. J'adore créer des choses qui n'existent pas. Et avec les NFT, tu es dans le cœur du métier de la création. D'accord? Alors, tous les projets ne sont pas des projets qui auront un avenir, qui sont hyper intéressants, ou qui sont esthétiquement ou même artistiquement intéressants, mais ce sont tous des projets de créateurs. D'accord? À part les projets de scammers, ce sont des créateurs d'un autre genre, mais c'est une minorité. Tous ces projets sont des projets de créateurs. Et moi, j'adore les créateurs. J'adore travailler avec ces gens-là. J'adore la créativité. Moi-même, je suis musicien. Je fais de la musique depuis 40 ans. J'adore cet univers-là de création. J'ai aussi un énorme lecteur de BD. Alors maintenant, j'ai moins le temps, mais passer des heures et des heures à la Fnac quand j'habitais en France. J'ai acheté toutes les grandes BD qu'on puisse imaginer, et Torgal, et j'adore l'univers visuel de création, et pas uniquement l'univers musical. Et donc cet univers, pour moi, déjà, à titre personnel, il résonne avec moi. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a aujourd'hui une renaissance du domaine d'expression artistique qui a été pendant trop de décennies frustré et comment on va dire pas empêché, mais qui a été bridé. Voilà, c'est le bon mot, bridé par les opérateurs intermédiaires. Qu'est-ce qu'on appelle les opérateurs intermédiaires? C'est tous les acteurs qui se placent entre le créateur et le consommateur de sa création. C'est les app stores, c'est les labels musicaux, c'est les studios de cinéma, c'est les plateformes de vente de logiciels, c'est les Spotify, c'est les plateformes de streaming, c'est les Netflix, c'est les etc., etc., etc. Et donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que tous ces gens qui sont au milieu,
en fait, ils capturent une valeur, c'est les Facebook, c'est les Twitter, c'est les Twitch, ils capturent une valeur disproportionnée par rapport à la valeur qu'apporte le créateur. Et donc, l'utilisateur se retrouve avec une dimension diminuée sensiblement de la valeur artistique qui a été créée par le créateur. Et donc, la possibilité d'éliminer complètement tous ces intermédiaires-là est une révolution et à la fois économique, mais aussi une manière de créer une passerelle directe entre le créateur et l'utilisateur qui va donner de nouvelles modes de communication et d'interaction directement de peer à peer, de point à point entre le créateur et l'utilisateur. Et donc, on est déjà rentré dans une nouvelle dimension artistique où le créateur est en directe relation avec l'utilisateur. Et ça n'a jamais existé dans toute l'histoire de la création. Tu as toujours eu des intermédiaires depuis Jean-Sébastien Bach avec l'Église jusqu'à David Fincher et quand un créateur atteint un certain niveau, il faut avoir un certain niveau de statut. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il se libère des intermédiaires. Tu vois, des gens comme Prince, d'accord, il a balancé les studios, il a créé son propre truc mais il pouvait faire parce que c'était Prince. Et Stanley Kubrick, qui ne pouvait plus supporter les studios hollywoodiens, il était se mettre à Londres pour faire toutes ces chefs-d'œuvre. Et ben aujourd'hui, n'importe qui peut être Prince et Stanley Kubrick. N'importe qui. Il n'y a plus besoin d'avoir cette niveau de notoriété. Et donc pour moi, seul le talent est nécessaire, mais il n'y a plus besoin de la place de marché. Le talent est nécessaire, c'est pas suffisant. Il faut aussi le talent et artistique et le talent business. D'accord? Et il y a des outils qui te permettent de l'acquérir. Mais toute la technologie de la blockchain permet cela. Et donc, il y a cette renaissance de cette industrie-là qui, pour moi, est fascinante. Et je pense que c'est le premier cas d'usage de la blockchain, au-delà de la monnaie, qui est vraiment, vraiment grand public. Parce qu'il n'y a pas une personne au monde qui ne consomme pas, d'une manière ou d'une autre, de l'art. Et d'ailleurs, on se rend bien compte, on voit bien qu'aujourd'hui, les NFT commencent à être adoptés par des personnes, des personnalités qui ne sont pas du tout du monde de la finance. On voit des rappeurs, on voit des acteurs, on voit des sportifs, on voit des présentateurs de télé. Ces gens-là, ils n'étaient pas dans les bitcoins, ou alors ils y étaient, mais ils étaient très silencieux. D'accord? Et ben voilà, maintenant ils s'exposent. Et donc, pour moi, les NFT, c'est une espèce de renaissance culturelle au sens noble du terme. Ça va donner naissance à des nouveaux Mozart, à des nouveaux Prince, à des nouveaux Stanley Kubrick, à des nouveaux je ne sais pas quoi, mais en quantité sans précédent et avec des opportunités économiques qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et pour nous, utilisateurs, consommateurs de ces choses-là, on va avoir aussi de nouvelles expériences qu'on n'avait pas jusqu'avant, où il fallait écouter un disque, où il fallait voir une image. Maintenant, grâce au NFT, tu accèdes à des communautés d'intérêt partagés. Tu as avec toi des groupes, des clubs. C'est comme un club. D'accord? À chaque fois que tu achètes un NFT, tu as accès à un club avec des gens qui sont comme toi, qui partagent la même passion que toi, qui ont envie de parler de ça avec toi sous tous ces angles, qui vont vouloir te rencontrer digitalement ou physiquement, qui vont vouloir construire des choses avec toi autour de ça. Et donc, cet esprit de communauté constructive autour de l'art n'existait pas jusqu'à présent. C'est des expériences qu'on n'a pas connues. La plus proche, c'était d'aller au musée, c'était d'aller dans les concerts, et c'est à peu près tout. D'accord? Et parfois, peut-être des réunions de groupe, mais c'est très difficile à organiser. Maintenant, tu peux faire ça complètement digitalement avec un groupe Discord ou avec un groupe Twitch, etc. Et donc, donner cet accès-là rend les choses beaucoup plus excitantes et beaucoup plus intéressantes. C'est aussi un territoire d'investissement qui est aussi très intéressant. Donc, il y a beaucoup d'argent qui transite, comme vous savez, dans les NFT. Et donc, moi, j'ai vu, par exemple, cette histoire de ce gosse qui a 12 ans. Il faut l'écouter, cette histoire. Il y a un podcast de Pompliano sur l'histoire de ce gosse. Allez l'écouter. Je la connais pas. Qu'est-ce qu'il fait, cet enfant prodige? Alors, ce gosse, il a 12 ans, d'accord? Il est visiblement extrêmement intelligent. Personne ne le connaît dans le monde. Extrêmement intelligent, extrêmement talentueux. Il commence à s'intéresser au NFT. Il crée des versions pixelisées de petites baleines. Il a appelé ça les Weird Whales. D'accord? Et donc, il a un peu pris le concept de CryptoPunk, qui est la fameuse licence NFT, des visages de punk, et il a mis ça avec des petites baleines. Il en a fait, je ne sais plus combien, 3000. Il a lancé ça. Tu sais combien d'argent il a fait $1,5 million de revenus
à 12 ans. Il est plus riche que ses parents, ses grands-parents et ses grands-grands-parents réunis, et il pourrait racheter l'école où il étudie, tout le personnel et les autres écoles à son âge. Et l'histoire qui est incroyable, c'est qu'en fait, ce gamin-là, il a un talent qui est complètement dingue. Il n'aurait pas probablement pu faire ça sur son ordinateur il y a 10 ans. Personne ne l'aurait jamais su, l'aurait connu peut-être dans son école, ils auraient dit « Ah, c'est sympa ton machin, vends-nous ça 10 centimes ». Ça se serait arrêté là. Aujourd'hui, grâce à la puissance de la blockchain, grâce à la puissance du web, eh ben, ça a rayonné dans le monde et il est devenu une superstar. Appelons ça un Mozart des NFT. Et donc, voilà quelque chose qui aujourd'hui, qui aurait été impossible il y a 10 ans, il y a 5 ans, et qui est complètement possible aujourd'hui. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Plein. Et donc, moi, j'adore ça, j'adore ce genre d'histoire. Moi aussi, je trouve ça très rigolo. Voilà, c'est non seulement rigolo, mais même c'est stupéfiant qu'un gosse puisse faire plus d'argent que 3 mecs qui parlent de crypto réunis en 2 mois. Quoi. C'est complètement. Enfin, je ne sais pas combien d'argent vous faites. Le salaire d'un CEO, c'est pas le meilleur salaire du monde, je vous le dis tout de suite. Non. Vous pouvez faire ça pour le salaire, mais c'est pas. Je peux vous dire, c'est pas $1 demi-million en 2 mois un salaire de CEO. En tout cas, pas dans une startup. Moi, je trouve ça, cette histoire fascinante. Non, mais ça interroge aussi sur qu'est-ce qui donne la valeur aux choses, en fait. Parce que c'est vrai que en fonction de ton prisme, tu peux trouver ça enthousiasmant ou aberrant, tu vois. Je veux dire, mais la valeur, c'est subjectif. En fait, la valeur, quelque chose n'a de valeur que ce qu'on lui donne. Donc, bon, voilà. Moi, ça me choque. Moi, ça me choque pas particulièrement, mais. Voilà, la valeur, tu sais, en fait, au passage, ces petites baleines, elles coûtaient individuellement pas très très cher. Hein. C'est juste qu'il en a vendu 3000 et qu'il y a un effet médiatique qui a fait que tout le monde les a voulu. Après, effectivement, dans l'art, tout est perceptif, tout est relatif, tout est subjectif. Hein, quand tu vas voir une œuvre d'art moderne, je ne sais pas si tu connais le fameux sketch des Inconnus, qui me fait encore rire aujourd'hui, où il parle de l'art moderne et donc il lui montre un grand tableau blanc comme ça. Et il lui dit qu'est-ce que c'est? Il fait c'est le monochrome de Whiteman. Et quelqu'un a payé ça. Nico, c'est toujours explosé de rire, cette expression monochrome de Whiteman. Et le truc est tout blanc. Et le mec, il a fait je vais vendre ça à $1 million. Il fait vous avez des acheteurs? Et il fait non, pas encore, mais ça va arriver. Et donc, à la fin, si tu veux, il suffit qu'il y ait une personne. Il suffit qu'il y ait une personne pour qui ça résonne. Tu n'as pas besoin de vendre 50 000 unités de ce monochrome de Whiteman. Et lui, il n'avait pas besoin d'1 million d'acheteurs. Il a besoin de 3000. D'accord? Et donc, il y a 3000 mecs dans le monde pour qui ça résonne. Ça te parle peut-être pas à toi. Moi, personnellement, les baleines, ça m'émeut pas. En revanche, cette histoire, elle m'émeut. Et peut-être qu'à l'époque, non, c'est trop tard, maintenant, il coûte beaucoup plus cher. Mais à l'époque, j'aurais donné un coup de main à ce gosse-là. J'aurais fait. Et donc, voilà, moi, je trouve ce domaine-là fascinant. Et évidemment, pourquoi c'est fascinant pour nous? Parce que pour faire partie du domaine des NFT, l'outil premier dont tu as besoin, c'est un wallet. Tu ne peux pas faire ça avec un exchange, tu ne peux pas faire ça avec une bourse, parce que tu as besoin d'être on-chain, d'être dans un univers non-custodial, et de faire des transactions qui sont on-chain, sinon tu ne peux pas recevoir la propriété du NFT. Et donc, c'est le premier domaine, et donc ça, c'est la raison dernière pour laquelle je m'intéresse au NFT. C'est la première fois qui, contrairement au Bitcoin, aux Ethereum, et même au DeFi, où le wallet est l'outil essentiel et unique pour pouvoir faire partie de cette économie-là, contrairement à tous les autres outils de la crypto qui peuvent pas être utilisés pour ça. Et donc, c'est le rôle central qu'on peut jouer ici qui m'intéresse. Et je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Là, pour la peine, je pense que c'est early, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de wallets bien adaptés aux NFT. Très peu. Ou alors je suis vieux jeu, mais je sais pas, je n'ai pas. Très peu. En fait, tu peux faire des transactions avec n'importe quel wallet. Tu peux. Bien sûr, voilà. C'est pas visuel, c'est pas graphique, c'est pas agréable. C'est pas visuel. Voilà, l'expérience de sécurité est extrêmement déplaisante parce que tu interagis avec des contrats intelligents, des smart contracts, et donc il y a un élément de sécurité avec un bug qu'on a révélé qui s'appelle un bad approve bug, où tu donnes une permission abusive à un contrat. J'ai un problème de son personnel. De l'argent à cause de ça. D'accord, on a un blog post sur notre blog si vous voulez en avoir plus. Tapez Zengo blog bad approve, et c'est un bug qui existe dans la DeFi mais qui est hyper révélé dans le domaine des NFT parce que c'est beaucoup plus populaire. Et donc, on a un rôle à jouer dans le domaine de la sécurité et dans l'expérience utilisateur qui permet d'interfacer ton wallet à ça. Et enfin, expérience d'utilisation agréable.
Et quand je dis agréable, c'est pas parce que c'est juste joli à voir, c'est d'avoir 50 wallets, c'est juste pas possible. D'accord, un wallet pour tes NFT Ethereum, un wallet pour tes NFT Solana, un wallet pour tes NFT Tezos, tu vas devenir dingue. C'est infernal. Tout ce qu'on veut à nouveau, c'est la télécommande. D'accord, tu as une télécommande. Nous, on supporte Bitcoin, Ethereum, Tezos, Binance, Terra. Bientôt, on aura Solana, je ne sais pas quand, mais on aura. Et donc, tu auras tous tes NFT dans un seul endroit, point barre. Et donc, tu auras ta télécommande pour faire tout ce dont tu as besoin. Voilà, donc ça, c'est un rôle qui nous intéresse beaucoup. C'est un rôle sur lequel on a envie d'être un acteur majeur et sur lequel il y aura une énorme économie à développer, peut-être encore plus que Buy Bitcoin et Swap Bitcoin, enfin les choses que vous avez vues déjà sur le porte-monnaie. Et bon, en plus, c'est un secteur qui nous intéresse beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est très vocal sur le sujet. Moi, je parle énormément de ce sujet sur Twitter. J'ai écrit un très long guide. J'ai vu en deux parties. Voilà, un très long blog post en 2 parties qui en fait explique, en essayant d'expliquer de manière très très simple comment fonctionne cet univers-là. D'accord, comment on commence, pourquoi ça a du sens, à quoi il faut faire attention, comment trouver le bon NFT, comment réfléchir au prix, comment le garder en toute sécurité, enfin bon, toutes ces questions. Comment ça fonctionne les taxes sur les NFT, les droits de propriété, la légalité, qu'est-ce qu'on a vraiment, qu'est-ce qu'on n'a pas, etc., etc. Donc on a écrit ce guide-là. Pourquoi on l'a écrit? C'est pas pour faire du SEO, c'est parce qu'on a besoin de structurer notre pensée autour de la manière dont on va approcher ce sujet qui est énorme et complexe pour qu'on puisse effectivement le simplifier dans sa naissance la plus centrale et donc restituer ça en expérience utilisateur. Donc, on achète aussi des NFT. On en a acheté un pour Zingo. On a une mascotte qui est un pingouin. Vous pouvez le voir sur notre compte Twitter. C'est un pingouin orange très très mignon qu'on a appelé Zinguin en anglais. C'est un pudgy penguin. On en a acheté d'autres aussi. Peut-être qu'on va en acheter d'autres encore. Et puis voilà, moi à titre personnel, j'essaye beaucoup de projets. Je suis tout ce qui se passe. J'essaye de suivre tout ce qui se passe. C'est pas possible, il y en a trop. Mais c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai énormément d'intérêt à titre personnel, qui me passionne. J'ai l'impression de redécouvrir la crypto. C'est ce que j'avais ressenti il y a 4 ans quand j'avais découvert la crypto, où j'avais, pour dire la vérité, perdu un peu l'intérêt de DeFi. Pour moi, c'était devenu déjà trop compliqué. Je me perdais dans tous ces produits, dans toutes ces mécaniques, etc. Et voilà, il y a une petite image. Ah bah tiens, voilà mon petit Zinguin. Salut Zinguin. Il va bien. Bah voilà, please meet Zinguin, notre mascotte favorite. Et donc pour vous dire, on est allé loin. Hein. On a remplacé notre logo. Parce que personne, les marques le font passer d'habitude. On a remplacé notre logo avec notre mascotte. Et on l'a même, je ne sais pas si vous l'avez vu, on l'a mis un peu sur la droite. On va lancer aussi voilà, sur la droite, il y a un petit. Ah oui, elle est là. Voilà, on va faire aussi un wallpaper sur Zengo. Il y aura le pingouin et ça sera probablement aussi un NFT. Et donc, on s'intéresse à ça en étant acteur actif de ce sujet-là. On commence déjà, alors moi, comment je vois, je suis suivi par tous les gens qui s'intéressent aux NFT, les journalistes. On a déjà été récupérés sur Bloomberg et plein d'autres, alors qu'on n'a rien fait encore dans le produit. Mais il faut toujours commencer par s'intéresser avant de lancer quelque chose. C'est vrai dans toutes les choses de la vie. Moi, donc, comme je disais, la DeFi, j'ai trouvé ça intéressant, mais trop complexe. En tout cas, trop complexe pour les utilisateurs qu'on essaie d'attirer. En revanche, avec les NFT, on a redécouvert un territoire qui nous paraît naturel pour le grand public et sur lequel on a envie d'être un acteur majeur. Donc, c'est pour ça qu'on y rentre et qu'on s'y intéresse de très, très près. Tu sais, Auriel, la défi, c'est trop compliqué. Moi, je suis d'accord avec toi pour le commun des mortels. Mais par contre, la petite option dans Zengo, l'USDT à 9%, ça passe bien. Hein. Et, donc pour ça arrive et tu vas même avoir. Non, mais je l'ai vu. Ça. Alors, la seule remarque que j'ai, c'est que c'est juste que le RC20, rentrer et sortir, en général, c'est diaboliquement cher. Donc, si tu nous offrais des solutions un peu moins chères, ça serait formidable. Mais moi, je suis persuadé que pour les utilisateurs, pouvoir stocker par défaut en stablecoin à, je sais pas, supérieur en France, c'est le livret, c'est 0,5%. Donc, n'importe quel support en stablecoin supérieur de quelques pourcents, je trouve ça bien, tu vois. Alors, tu as tout fait raison. Là, on supporte Compound en protocole qui est effectivement très cher parce que quand tu fais un dépôt
ou une action d'ailleurs, et c'est vrai pour les NFT aussi, en smart contract, c'est très très cher, ça tabasse à entrer, ça tabasse. Voilà, c'est pas le prix d'une transaction, c'est 5, 6, 7 fois le prix d'une transaction, et surtout là, je vois le gaz, là, il est cher là. Donc tu prends une claque. Donc là, on va lancer le USDT et le USDC je crois, à 8%, d'accord, avec des filles normales, cette fois, et on a supporté déjà la blockchain de Terra, qui alors ils ont un produit qui est killer, où tu as l'UST, donc c'est le dollar de Terra, à 20%, en stable 20%. Ouais, ça c'est monstrueux. Si tu offres l'accès à cette option-là de façon user-friendly sur Zengo, moi je pense que c'est un hit, hein, parce que. Alors voilà, on va lancer ça. Aujourd'hui, tu peux acheter déjà l'UST sur Zengo à 0 fee. Zéro commission. On a une commission sur toutes les autres coins, mais 0 sur Zengo. C'est-à-dire que tu peux acheter tes UST aujourd'hui, et Luna au passage aussi, qui a la gouvernance de Terra, à 0 fee avec une carte de crédit, alors que d'habitude on te prend 5, 6, 7, 8%. 0. Donc et tu pourras le placer directement à 20% en un clic ça bat tous les comptes en banque du monde. Attends, mais c'est incroyable. Ça c'est beau. Sur Encore, c'est 20%, mais tu prends pas de fees là-dessus, ça rentre pas dans la logique du business model du wallet, c'est vraiment top. C'est l'adoption. C'est l'adoption. Monsieur a tout compris. C'est vraiment top. C'est l'adoption. Tu sais, quand tu lances, Amazon a perdu de l'argent pendant plusieurs années. Oui, après ils ont lancé de l'argent. Donc là, on n'est pas dans une logique il faut tout optimiser, le moindre centime. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient contents du wallet. Lisez les reviews sont top. Et donc, de garder ça à une grande échelle et après de lancer les trucs qui permettront de faire de l'argent. C'est génial. Effectivement, là, on est en train de complètement revamper la section Earn avec un Bitcoin à 5% qui va être la meilleure hausse du marché, USDT, USDC à 8% avec des fees minimum, cette fois tu n'auras pas ces coûts complètement dingues. Il y aura pas que ça, tu pourras aussi gagner sur Doge, tu pourras gagner sur il y aura plusieurs coins que tu pourras gagner, et après lancer un core protocole très très facilement, tu l'achètes à 0%, tu le places à 20%. Moi je vote pour ça. Moi je vote. C'est vraiment génial. J'adore Luna, la Tethermoney, et c'est vrai que pour moi ça me semblait. Ouais, c'est top. C'est vraiment top. Alors on ne t'a pas beaucoup embêté par contre sur ça. Je pense que là on arrive à la fin, comme c'est la formule qu'il veut, mais moi je serais curieux sur la temporalité de ces annonces. Est-ce que tu le visionnes à quelle temporalité ça? Alors on va donner une échéance. Là, on lance, donc c'est pas un scoop parce c'est pas une révolution ce qu'on lance non plus, mais là actuellement, donc le prochain sprint, ça va être lancé fin octobre. On lance la nouvelle interface de trading qui sera beaucoup plus rapide, beaucoup moins chère et accessible partout dans le monde parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas servir beaucoup de pays comme les États-Unis. Donc ça, c'est juste après ça, c'est le produit de Earn avec BTC à 5%. Et USDC, USDT à 8% et Dogecoin. Donc ça va être durant le mois de novembre. UST, ça sera juste après. Donc 20%. Là, aujourd'hui, on peut acheter déjà à 0% UST et Luna sur Zengo aujourd'hui. D'accord. Donc, si tu as envie de faire 0% de pouvoir conservation, tu peux le faire. Mais UST, ça sera juste après. Et les NFT, ça sera début d'année prochaine. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près le timing. Il y aura probablement... je ne sais pas à quel moment on va lancer aussi Wallet Connect universel, c'est-à-dire pas que sur Ethereum, mais sur différentes chaînes, parce que Tezos aussi sont Wallet Connect et Terra aussi sont Wallet Connect. On aimerait bien supporter d'autres chaînes aussi. Je ne sais pas à quel moment on va le faire, parce que comme je le disais en début d'émission, supporter une blockchain, c'est un effort massif. C'est pas juste mettre un logo et un truc. C'est généralement 2-3 mois de développement. Donc il y a quelques blockchains qui nous intéressent. On aimerait bien supporter Solana, Cardano, Litecoin, juste ce qu'on n'a pas encore, Avalanche, Flow, qui est la blockchain de Dapper Labs qui fait NBA Top Shots. Voilà, il y a d'autres projets qui sont en lancement qui nous ont approchés, qu'on regarde aussi, qui vont être très intéressants sur le plan d'adoption massive. Voilà, donc on a une roadmap qui est déjà bien remplie. On va pas tout faire et tout faire bien, mais je pense que avec vous êtes combien? On se rapproche de la télécommande idéale. On est 32. Pas mal. Ouais. Voilà, c'est une belle équipe déjà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a des ingénieurs, on a des produits, on a la finance, l'admin, et 3 personnes au marketing, 4 bientôt. C'est toi les 3 personnes au marketing?
Non, on a jamais. Non, avec moi, c'est 4. Jusqu'à il y a 2 mois, c'était moi les 3 personnes en marketing. Mais tu sais, au bout d'un moment, tu peux pas tout faire. Voilà. Quelqu'un dit, je parie que télécommande est son mot de passe. Eh ben non. C'est pas mon mot de passe. Pourquoi c'est pas mon mot de passe? Parce que tu n'as pas suivi l'émission, cher ami. Sur Zengo, il n'y a pas de mot de passe. Donc, j'utilise pas le mot de passe. Mais c'était rigolo. Voilà, c'était rigolo. J'ai pas lu tous les commentaires, mais très écoute, positif. Nous, ça nous donne quand même. Moi, j'ai retenu. Je vais regarder régulièrement les incorporations de services. Et je te dis, moi, ma killer app à titre personnel, c'est l'UST. Là, je suis fan. Et les NFT aussi, je suis curieux. Tout ce qui finit par T. Oui, voilà. Voilà, d'accord. Voilà, on te fera aussi un verre de thé. Écoute, ouais, ouais, les commentaires sont super. Merci pour les commentaires bienveillants en premier. On va vous tenir au courant. Le mieux, c'est le plus simple, c'est soit de nous suivre sur le compte Twitter, soit simplement d'installer Zengo et de voir les mises à jour quand elles arrivent. Là, on lance une toute nouvelle version avec tout nouveau design qui a eu beaucoup de succès. Et ben voilà, dites-nous, installez-le, dites-nous ce que vous en pensez. Envoyez-nous des feedbacks. Si vous achetez de la crypto, vous avez $10 gratos de Bitcoin qu'on vous donne. Vous avez le code sur le site web. Et puis, vous pouvez acheter à 0 fee sur les coins de Terra. Comme ça, vous pouvez commencer sans rien faire, sans dépenser trop d'argent. Et puis, nous, on adore les feedbacks. Et au passage, moi-même, je fais du support client. Donc, ça, c'est mon sport favori. Donc, vous verrez mon visage de temps en temps sur le support client si vous posez des questions. Voilà. Super. Moi, j'ai adoré cette émission. Je trouvais ça très intéressant. Et je pense que il y aura sûrement de nouvelles choses à traiter d'ici quelques mois, 6-12 mois. La roadmap a l'air bien chargée. Donc, ouais, moi, je vais suivre ça de très près. Ça m'a un peu. J'ai bien aimé l'annonce sur l'UST, un produit vraiment user-friendly que n'importe qui peut utiliser avec une fiat ramp pour acheter des UST et faire du yield. C'est quand même une killer app. Tu peux faire tout ton marketing. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'installer TerraStation, acheter des Luna, comprendre quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. D'une manière générale, la crypto, c'est compliqué. Oublie Terra. D'une manière générale, on est dedans, donc on s'habitue à toutes ces choses qui sont compliquées. Mais on est encore à l'ère du fax et du Minitel dans la crypto. C'est encore le modem qu'il faut brancher, attendre le ton qui est machin, se connecter à AOL. On est encore là-dedans. Et donc, c'est vrai que incrémentalement, on fait pas beaucoup de progrès, mais on peut encore faire avancer. Je pense comme on est encore au tout début, c'est pas très difficile si on prend l'engagement de le faire, d'améliorer les choses sensiblement. Donc voilà, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà. En tout cas, on aime beaucoup ce qu'on fait et on espère que nos utilisateurs aussi. Super, en tout cas, je vais te remercier, Auriel, et aussi remercier la communauté. On a été 500, je crois, au maximum de l'émission, pendant le pic de l'émission sur le live. C'était très cool. Merci pour tous vos commentaires bienveillants, les subscriptions, les abonnements. Les remarques, les questions, c'était très cool. Et puis on se donne rendez-vous ce dimanche pour un autre live et comme tous les jeudis, 18h, 19h, j'ajuste, je trouverai une heure définitive d'ici quelques semaines. On se donne rendez-vous pour couvrir un nouveau projet. En tout cas, voilà. Merci à tous. Merci à tous, super émission.